Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents ce soir à l'école Lavoisier pour notre première rencontre de quartier de ce mandat consacré au secteur nord de notre ville. Bien évidemment, je vous salue les habitantes et les habitants qui sont présentes et présents avec nous, et puis celles et ceux qui nous regardent en ligne sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de la ville. Vous êtes habitués maintenant, mais je vais vous faire quelques rappels d'usage. Comme chacune de nos rencontres de quartier, vous pouvez poser vos questions tout au long de la soirée, que ce soit en ligne ou pas la salle, mais dans le préau de l'école Lavoisier. Nous prendrons évidemment le temps d'y répondre. En dehors de cette réunion, je vous rappelle que vous pouvez contacter les services de la ville et les élus tout au long de l'année via l'espace citoyen ou par téléphone au 03 26 69 38 38. Si vous avez des questions qui ne sont pas relatives à l'ordre du jour aujourd'hui ou au quartier, vous avez Orlan qui est juste derrière vous. Orlan de l'espace citoyen qui prendra évidemment vos questions et puis on y répondra un petit peu plus tard. Pour les rappels d'usage, évidemment, je vous demande de bien vouloir couper vos téléphones portables pour ne pas être embêtés. Et puis, avant d'entrer dans le détail, je vous propose de vous présenter le déroulé de cette rencontre. Donc, on va aborder en premier point la transformation du quartier Schmitt. Ensuite, l'éducation, une priorité de notre action municipale. Et enfin, la sécurité du quotidien. Avant de rentrer dans ces 3 points, je te laisse, Benoît, parler d'une nouveauté de ce mandat, que sont les élus de quartier. Merci Clémence, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans ce quartier à l'occasion de ce conseil de quartier. Très heureux parce que vous êtes finalement beaucoup plus nombreux que je ne pensais, vu la chaleur et le foot, être présents avec nous ce soir. J'ai pas encore vu les chiffres des réseaux sociaux, mais en tout cas, très content de vous retrouver les uns les autres. Effectivement, on va balayer l'ordre du jour, mais juste avant de cet ordre du jour, je voulais juste vous passer un petit message. On a constaté probablement que dans les années qui viennent de s'écouler, il y avait trop de distance qui s'était faite entre les élus et les citoyens. Et que cette absence de proximité nous a été, à juste titre, très fortement reprochée, notamment à l'occasion de l'élection municipale. Et donc on a pris une décision que tous les élus est évidemment un sujet, et donc on va avoir Sabine Bourboc ici présente qui va venir dans quelques instants, qui est l'adjoint au maire en charge de l'éducation. Mais on a souhaité que les élus soient également en charge d'un quartier. Et donc vous avez là la liste des élus avec l'affectation des quartiers. On a 13 quartiers sur lesquels il y a 2 ou 3 élus. Et donc pour ce qui concerne l'ensemble du secteur qui nous intéresse ici, ben, sur le quartier Schmitt, c'est Christophe Guillemot et Gérard Lebas qui s'occupent du quartier. Pour le quartier Saint-Antoine, Île-aux-Bois, c'est Sabine Bourboc et Constance Regnault. Et puis pour le secteur du Montlhéry centre hospitalier, c'est Clémence Brément, Essaïd Badad et Karine Beaune qui sont évidemment tous avec nous ce soir. Alors l'idée, on vous présentera tout ça dans les semaines et dans les jours qui viennent sur la façon de fonctionner, comment vous pouvez prendre contact avec eux. L'idée, c'est d'essayer de se dire que on a peut-être trop numérisé la relation. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait 2 personnes, les dames du fond, je crois là-bas, qui disaient mais on n'arrive plus à joindre les services. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est via l'outil, Orlan est là aujourd'hui pour le représenter, qu'on appelle la GRC, la gestion de la relation citoyen, pour améliorer la qualité du travail qu'on fait ensemble. Et pour essayer de répondre le mieux possible à vos questions, on a essayé de centraliser sur un seul canal d'entrée l'ensemble des demandes, pour être sûr que rien ne se perde. Parce que quand vous êtes 25 à appeler un jour le service éducation, le lendemain la voirie, le surlendemain un autre service et le troisième lendemain un autre service, on peut rien tracer. Alors certes, on a un exceptionnel directeur général des services, Lénaïque Leroy, au sein de notre collectivité locale, mais quand vous avez 25 demandes par 25 flux différents, ben ça marche pas très bien. Donc on a tout centralisé autour de la GRC. Mais à force de tout numériser, ben peut-être qu'on perd le contact humain. Et donc l'idée avec ces élus de quartier, c'est de retrouver ce contact humain, que vous ayez des canaux pour prendre contact avec eux, que vous ayez une tête que vous pouvez rencontrer régulièrement, bref, de recréer ce lien de proximité. Donc ça va se développer dans les semaines et les mois qui viennent, mais on voulait évidemment vous en reparler ce soir, avant de commencer tout de suite
notre ordre du jour, Clémence. Et pour commencer à identifier les élus de quartier, ils passeront parmi vous avec les micros si vous avez des questions. Donc je vous propose de passer au premier thème de la rencontre de quartier, à savoir la transformation du quartier Schmitt. Et c'est Stéphane Michelet, qui est adjoint au maire en charge, attention c'est long, de l'urbanisme, de la voirie, de la circulation et de Connect Chalon. Bien dit ? Oui. Et donc il va vous présenter les projets déjà réalisés, ceux qui sont en cours et qui façonneront le quartier dans les prochaines années. Merci Clémence, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être là avec vous. Tout d'abord, avant de parler de la transformation du quartier Schmitt, quand une famille choisit un quartier pour y vivre, elle ne regarde pas uniquement les bâtiments et toute l'infrastructure. Elle vient aussi pour élever sa famille. Donc, elle regarde s'il y a des centres culturels, une école de qualité, des associations sportives, des espaces verts et d'autres choses encore. Avant tout ça, c'est précisément une ambition. Cette ambition qui est notre action à Schmitt. Notre objectif n'est pas simplement de rénover un quartier. Notre ambition est d'en faire un quartier plus agréable à vivre, plus attractif, plus vert, mieux équipé et mieux connecté au reste de la ville. Autrement dit, un quartier où chacun puisse trouver sa place et avoir envie de construire son avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé un véritable projet de renouvellement urbain. Tout d'abord, en 2015, Schmitt avait perdu son classement en quartier prioritaire de la politique de la ville. Ce classement est pourtant essentiel, car il permet de mobiliser davantage de moyens pour accompagner les habitants et financer les projets de transformation. Dans ce contexte, le maire Benoît Paru et la députée Lise Magnier se sont mobilisés auprès de l'État pour obtenir son reclassement. Cette mobilisation a porté ses fruits. Depuis le 1er janvier 2024, Schmitt est redevenu un quartier prioritaire à la politique de la ville. C'est une décision importante. Elle permet notamment au quartier d'intégrer la cité éducative et ouvre la possibilité de la solliciter de solliciter les financements de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine afin d'engager une transformation durable du quartier. Au total, 48 millions d'euros seront investis par la ville, ses partenaires, les bailleurs, afin de transformer durablement le quartier Schmitt. C'est l'un des plus importants investissements jamais engagés sur ce quartier. Mais cette transformation ne repose pas sur une succession de petits travaux. Elle s'inscrit dans un véritable projet d'ensemble. Notre ambition est simple, agir simultanément sur tout ce qui est fait de qualité de vie d'un quartier. D'abord les commerces, parce qu'un quartier vivant est un quartier où l'on peut faire ses courses, accéder à ses services et retrouver des lieux de rencontre. Ensuite, les espaces publics, avec davantage de végétation, des lieux de convivialité, des cheminements plus agréables et des espaces où des familles auront le plaisir de se retrouver. Nous voulons également améliorer les déplacements en apaisant la circulation, en sécurisant les traversées et en reconnectant Schmitt avec le reste de la ville. Enfin, nous travaillons avec Novabitat pour accompagner un vaste programme de réhabilitation de logements afin d'améliorer durablement le confort des habitants. Ce projet représente un engagement financier très important. Je vais passer à la partie commerciale. Donc, vous avez bien vu que dans votre quartier, la friche du Leader Price a été complètement détruite. Et là, avec la SEMCHA, on s'engage à refaire un centre commercial qui accueillera une supérette, une boulangerie et une pharmacie. Donc, ces travaux... ces travaux seront seront terminés fin 2028. Ensuite, vous avez pu voir quand même quand on a commencé quelques travaux depuis début 2025. On a refait 2 chicanes sur l'allée Schmitt avec le mail de Schmitt aussi, où on a fait participer le centre social et culturel et les habitants pour refaire tout ce qui est peinture du mobilier urbain. Ensuite, donc, on va revégétaliser tout le quartier Schmitt. On va s'occuper du parc Charcot aussi. Et ensuite, j'ai perdu le fil de ma page, excusez-moi.
Alors, le temps que tu retrouves Ouais, ta, ça y est, c'est bon. ta page, Ouais. ça y est, c'est Ouais, fait. c'est bon. Eh ben, vas-y alors. Donc, le calendrier prévisionnel prévoit les études en 2026 à propos du centre commercial, le permis de construire en 2026 et mai 2027, la construction entre juin 2027 et juin 2028, puis une livraison second semestre 2028. En parallèle, les anciennes cellules commerciales de la rue Émile Schmitt seront progressivement démolies afin de laisser place à un nouvel espace public plus ouvert, plus végétalisé et plus convivial. La création du nouveau pôle commercial permettra également de repenser entièrement les abords des écoles Lavoisier. Les accès seront plus visibles, plus sécurisés, plus agréables pour les enfants comme pour leurs parents. Mais je laisserai sans doute Sabine Bourbrock vous en reparler un peu plus tard. Les espaces publics seront réaménagés afin de créer un véritable cœur de quartier plus ouvert, plus végétalisé et plus accueillant. Nous avons beaucoup parlé de plans, de calendrier et de projets, mais je crois que rien ne vaut des images pour vous projeter, qui vont être projetées dans quelques instants. Je vous propose donc de découvrir la vidéo. Merci Stéphane. Est-ce que vous avez des questions sur la transformation du Schmitt? Le micro arrive. J'ai une question. La rue Lavoisier va être refaite. À partir du 29 août, il y a un nouveau réseau de bus qui arrive. Techniquement, il y a la ligne 2 qui va passer là. Est-ce que les bus vont toujours continuer à passer là ou pas? Pendant les travaux? Non, après les travaux. Oui, ils vont passer là, juste après les travaux, la ligne restera là. Dans ces mairies, il n'y a toujours pas d'arbres. Il y a la place d'un côté. Oui. Très bien de végétaliser un peu l'avenue Césiméry. Elle est un peu triste. Oui, on va y regarder, on va y penser. Parce que les riverains. C'est une très bonne question, on va y regarder. Il n'y a pas de végétalisation, elle est triste. Normalement, c'est des interdictions aux pollueurs de stationner. Ça serait bien d'y mettre des arbres pour éviter que les pollueurs s'y garent. Parce que tout au long, il y a des interdictions de stationner. À part de chez Macaron jusqu'à Remaster. Oui, je vois très bien la rue. Bah écoutez, on va y penser, on va y regarder. Oui, merci monsieur. Ouais, je m'appelle Monsieur Roy, je suis responsable de la CNL, la Confédération nationale du logement. Et vous parliez du quartier, et notamment du travail qu'on va faire avec Nova Vita. J'espère que dans ce futur quartier, comme vous avez dit, qu'on allait être l'un avec l'autre, ça serait bien aussi qu'on discute avec les associations, toutes les associations du quartier, pour voir comment eux, ils voient. Parce que vous savez, moi je fais des permanences dans les quartiers. Dans les quartiers en ce moment, il y a aussi, alors j'espère que vous mettrez aussi ça à l'étude. C'est parce que pour avoir un quartier, il faut avoir des logements et il faut avoir aussi des logements adaptés. Et vous voyez, en ce moment, on a des personnes âgées qui sont coincées un peu dans tous les étages, parce que vous savez aussi qu'il y a des pannes. Ça, c'est pas de la faute à Nova Habitat, mais il faut quand même y penser, c'est-à-dire que mettre des services à disposition, surtout des personnes âgées,
Et puis aussi, on reviendra peut-être, j'espère, sur la question du Moëri. Il faut pas que ça fasse comme le machin des chiens, là, où ça fait des conflits. Il y a besoin aussi de discuter avec les gens des quartiers, quoi. Voilà. J'espère que ça sera fait dans ce sens. Je vais prendre la main 2 secondes, si vous le voulez bien, par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Le Mont-Héry, nous avons fait une bêtise. Ça nous arrive régulièrement de faire des bêtises. Et quand on fait des bêtises, on essaie de les réparer. Bon. La bêtise, c'est qu'effectivement, on a zappé la concertation locale sur le Mont-Héry. Bah, c'est comme ça, donc on y revient. Maintenant, on a repris langue évidemment avec les habitants pour discuter, échanger, regarder si on va déplacer ou pas le parc canin. Mais sur le fond, le parc canin qu'on a installé, c'est une bonne chose parce que on a besoin sur une ville comme la nôtre de proposer des activités dédiées aux animaux de compagnie parce que quand ça se fait dans les parcs publics, c'est pas toujours très très bien, et donc qu'il y ait des lieux dédiés pour ça est plutôt une bonne chose. Premier point. Deuxième point, vous avez raison, la concertation, quand on fait un équipement comme ce que nous proposons sur Schmitt, il faut la tenir. Mais là, ça a été le cas. Il y a eu des balades urbaines proposées, il y a eu des groupes de travail proposés aux habitants, on est évidemment en discussion avec les commerçants, avec les écoles, enfin, etc., etc. Donc, ce travail-là, il a été fait. Pardon. Alors, pardon, que toutes les associations n'aient peut-être pas été concertées, mais vous êtes peut-être une association, comment dirais-je, un poil atypique. Hein, on va dire ça comme ça. Ah bah, c'est pas péjoratif. Mais je dis pas que c'est péjoratif. Je vous dis, vous énervez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je dis pas que c'est péjoratif, atypique. Je dis que vous êtes une association particulière, différente, peut-être avec une connotation politique légèrement engagée, très légèrement engagée. Et donc, vous voyez, le représentant du Parti communiste vous applaudit, il a bien raison, mais peut-être qu'il y a effectivement des prises de propos des uns et des autres qu'il faut décrypter auprès du grand public qui est ici présent pour qu'on intègre un peu mieux pourquoi telle personne dit quelque chose. Ça paraît plus clair, me semble-t-il, dans ce sens-là. Et donc, il y a eu effectivement des discussions, là encore, avec les habitants du quartier. Et quand Nov Habitat fait des transformations dans le quartier, bien évidemment que eux aussi, ils mènent des concertations. Et donc, ça a été une erreur de notre part de ne pas le faire sur le Mont-Héry. Sur Schmitt, ça a été fait. Et évidemment qu'on continuera tout au long des travaux qui ont été engagés à continuer à poursuivre, évidemment, ces discussions avec les uns et les autres. Oui, bonjour, Jean-Marie Largeau de l'association Avenir de Roux. J'aimerais qu'on n'oublie pas justement les cyclistes, que ce soit des appuis vélos, des endroits pour stocker des vélos, et éventuellement un local comme celui qui est à la gare, ou place Tissier, pour que les gens ne montent pas leur vélo au 15e étage là-haut. C'est noté pour le local vélo, on va regarder. Pour l'instant, effectivement, il n'y en a que 2, comme vous l'avez évoqué sur la ville. Donc, on posera la question au CITAC, et notamment au nouveau, à Moventis maintenant, qui a repris le réseau. On leur posera la question de savoir si c'est jouable ou pas. Je ne pense pas qu'à ce stade, cet été prévu. Je ne pense pas. Il faut sûrement y penser, mais tous les quartiers en veulent, et c'est logique. Et c'est normal, c'est compréhensible. On ne peut pas non plus en installer 40, parce que mon petit doigt me dit que toute personne va vouloir que l'abri vélo sécurisé soit plutôt devant chez lui que devant chez le voisin, parce qu'il ne voudra pas faire 100 mètres pour poser son vélo à 100 mètres de là où il habite, et donc je crains des petites difficultés de ce type-là. Attendez, ce que je vous propose, c'est que chacun prenne la parole à son tour. On a une demande de prise de parole de monsieur Dominique Vattel. Oui, merci. Une question. Alors, je vous coupe un instant, monsieur Vattel. Ce que je vous propose, c'est que les discussions, pour que tout le monde puisse s'entendre, vous les ferez après, entre vous, si vous le voulez bien. Merci. Oui, merci. La question que je me pose, donc pour éviter de réparer une erreur, c'est mieux de ne pas la faire. Faut commencer par ne pas la faire. Là, dans la présentation que vous nous faites sur le quartier, je ne vois pas ce qui ouvre le quartier sur la ville. Je vois les équipements
internes au quartier, qui sont, me semble-t-il, assez positifs, mais je vois pas ce qui ouvre hein, enfin, c'est un petit peu ma martingote, ça, mais donc je vois pas. Donc, et le fait que je vois pas ne veut pas dire qu'il y ait des solutions, parce que ça ne doit pas être aussi simple que ça, mais profitons-en tant que c'est pas encore fait, pour voir ce qu'on pourrait ouvrir, casser, remplacer, enfin, je sais pas. J'ai peut-être un élément de réponse, mais quand on regarde les grands quartiers de Châlons, on a des typologies de quartiers qui sont très différentes. La rive gauche, c'est totalement enclavé sur la Bidé. Il y avait une rue pour accéder au quartier, rien d'autre. On en a ouvert une seconde, et de ce point de vue-là, c'est pas totalement réussi d'ailleurs. Il aurait fallu probablement beaucoup plus ouvrir le quartier. Le Verbeau, on était un peu dans la même logique que la Bidé, un quartier très enclavé, avec peu de rues d'accès. Là, sur Schmitt, c'est quand même assez différent. On a un quartier qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus connecté, parce qu'on peut y rentrer par le nord, par le sud, par l'est et par l'ouest. On a des rues qui sont à peu près droites, et pas biscornues dans tous les sens, avec des vrais fronts urbains. Donc on a beaucoup moins le problème d'enclavement sur Schmitt qu'on l'a ailleurs. Là où on a quand même un sujet, et je vous rejoins pleinement, c'est que on a une emprise militaire, en l'occurrence le quartier dit Chanzy, et l'emprise militaire dit Chanzy est effectivement une forme de frontière par rapport à Schmitt, et on a besoin de désenclaver le quartier Schmitt via Chanzy pour créer une connexion entre les deux. Donc ça, on est en train d'y travailler, notamment dans le cadre. Il y a un klaxon qui est très sympathique là-bas. On est en train d'essayer de regarder comment, via Chanzy, on arrive à connecter le quartier. Mais c'est évidemment un sujet absolument majeur si on souhaite ouvrir le quartier sur la ville. C'est pas le quartier le plus fermé, mais c'est vrai qu'on a une espèce de frontière physique avec le quartier Chanzy. On a une question, Benoît, qui est arrivée en ligne et qui nous demande « Est-il envisagé de faire revenir le crédit agricole qui a été détruit par un incendie ?» Alors, un rappel très simple. La ville peut effectivement refaire un parc, refaire une rue, refaire une école, parce qu'on est quelque part chez nous. On peut, même si c'est plus exceptionnel, refaire ce que nous faisons sur le quartier Schmitt, c'est-à-dire via une filiale de la ville qui s'appelle la SEMCHA, reconstruire un pôle commercial. Ça, on sait faire. On va quand même pas, nous, commencer ville, à faire une banque à la place des banques. C'est ça, on sait pas faire. On va pas, nous, recréer une agence bancaire. Et le Crédit Agricole nous a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas se réinstaller dans le quartier. Et donc, réponse non, il n'y a pas dans le projet que nous présentons une reconstitution de l'offre bancaire qui a effectivement été détruite il y a quelques mois au moment des émeutes. Ça prouve bien que de temps en temps, quand on brûle quelque chose, on s'aperçoit quelques temps après dans le quartier que c'était peut-être un acte totalement stupide, mais c'est comme ça. Mais effectivement, c'est pas prévu parce que le Crédit Agricole nous a clairement dit non, nous ne reviendrons pas dans le quartier. Est-il prévu également de mettre fin aux divers lieux de rassemblement tenus par des narcotrafiquants dans le quartier? Alors je sais qu'il y a des mots à la mode, mais peut-être qu'il faudrait essayer d'avoir un tout petit peu de nuance dans les propos qui sont tenus par les uns et par les autres. Des narcotrafiquants, enfin on n'est pas dans les quartiers nord de Marseille, on n'est pas non plus à Medellín. Non, pardon. Je vous dis pas que c'est apaisé, je vous dis pas que c'est calme, je vous dis pas que c'est tranquille, je dis qu'il faut prendre de la mesure dans les choses et que se décrire comme étant Marseille, même si ça fait plaisir à certains de le faire, ou se décrire comme étant Medellín en Colombie, peut-être qu'il faut mettre un tout petit peu de nuance dans le propos, parce que je suis pas sûr que ce genre de propos-là et de formules soit particulièrement attractif, attrayant pour le quartier Schmitt, alors que c'est un quartier qui est très sympa, c'est un quartier où il fait globalement bon vivre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais je veux juste qu'on mette, vous voyez, qu'on mette un tout petit peu de nuance dans le propos, parce que l'excès
de descriptif d'un problème, ou à l'inverse, l'excès de il n'y a pas de problème, sont rarement des bonnes solutions, ni dans un cas, ni dans l'autre. Tout le travail que vient de vous présenter Stéphane, de reconfiguration complète sur le plan urbain du quartier, il a bien cet objectif-là. Changer la physionomie du quartier. Et ce qu'Augustin Delavenne, qui est juste derrière vous, vous présentera dans quelques instants au titre de la sécurité, participe bien à ça. Quand vous voyez l'ordre du jour qu'on a présenté ce soir, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire comme message? Qu'est-ce qu'on essaie de passer comme message? Il faut qu'on traite l'aspect urbain des choses, le quartier, c'est-à-dire remettre un commerce, remettre des sens de circulation, refaire des travaux sur la voirie. Ça, s'occuper quelque part de la pierre, du bâtiment, des bâtiments. Et c'est tout le travail que fera Novabitat pour que vous viviez dans des bâtiments qui soient beaucoup plus agréables. C'est le sujet numéro 1 de ce soir. Mais il y a un deuxième sujet. C'est que si on ne fait que les rues, que les jardins, que les appartements, mais qu'on ne traite pas le sujet principal qui est l'éducation des enfants, on se plantera. Et c'est bien pour ça que dans quelques instants, en fonction des compétences qui sont les nôtres, Sabine vous présentera la question éducative. Et puis il y a un troisième élément qui est évidemment essentiel, qui est aussi celui de l'apaisement et de la sécurité dans le quartier, raison pour laquelle ce soir, à l'occasion de ce conseil de quartier, le troisième point qu'on va aborder, c'est la question de sécurité. Parce qu'on veut travailler sur ce triptyque, il faut qu'on travaille les espaces publics, les espaces commerciaux, les jardins. 1, 2, il faut qu'on travaille sur l'éducation des enfants. Et 3, il faut qu'on travaille sur la sécurité. C'est ça, cet ensemble de projets-là, qui nous permettra d'avoir un quartier beaucoup plus apaisé. Alors moi, j'ai 2 questions qui sont arrivées sur la plateforme juste avant la rencontre. Je souhaiterais savoir quand est-ce que la rue du Général Ferry aura des emplacements de stationnement avec marquage blanc au sol sur toute la rue, afin que les places soient respectées, car il y a déjà peu de places. Mais quand les personnes mettent leur véhicule en prenant au moins 2 places, cela les limite d'autant plus. Et puis la deuxième question, en ce qui concerne le regroupement de contrats d'énergie pour les particuliers chalonnais et les petites entreprises pour décembre 2026, afin de réduire nos coûts de facture d'énergie, comment faut-il faire? Quelles sont les conditions à remplir pour ce contrat collectif d'énergie? Est-ce que c'est ouvert à tous les particuliers? Quels documents sont à fournir? À qui? Comment on doit monter le dossier? Merci pour vos réponses. Merci Clémence. Donc je vais répondre à la question du marquage de la rue Général Ferry. Donc en effet, le marquage, ça contraint le nombre de places. Si on commence à marquer, on fait vraiment le marquage obligatoire, on va perdre des places. Donc je pense que tous les habitants vont pas être très contents de la rue. Parce que dès qu'on commence à marquer, après, vous allez appeler la police municipale parce que vous allez dire il n'y a plus de place. Donc le cas vaut mieux pas, pour cette rue-là, ne pas faire de marquage au sol. Et sur les contrats d'énergie, alors peut-être pour rappeler le principe, on a lancé un appel d'offres, c'est pas un appel d'offres juridiquement, mais ça revient à ça. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt via le CCAS pour proposer des contrats d'achat groupés d'énergie. En gros, l'idée est la suivante. On va sélectionner une entreprise qui, elle, achète plein de contrats d'énergie différents dans différentes villes auprès d'un prestataire d'énergie, EDF ou un autre, peu importe, pour réduire les coûts. En gros, si vous achetez vous tout seul votre contrat, ben, vous payez X. Et s'il y a quelqu'un qui achète 300 000 contrats, ben évidemment, il les paiera moins cher. C'est ça un peu le principe. Donc, c'est d'offrir quelque part un achat groupé d'énergie, comme on l'a déjà fait, vous vous en souvenez peut-être, sur les mutuelles, avec la mutuelle juste qui a été sélectionnée et qui vous permet de contracter directement avec la mutuelle. Là, c'est un peu le même principe. On sélectionne quelqu'un qui, lui, va négocier des contrats en très grand nombre auprès des gros fournisseurs d'énergie. Et puis ensuite, une fois que vous aurez, vous, décidé de souscrire, eh ben, il y aura un contrat, évidemment, entre vous et le fournisseur d'énergie. Pour ça, il faudra un système de préinscription. Et donc, entre aujourd'hui et décembre, si je ne dis pas de bêtises, il y aura des campagnes de communication pour vous permettre de vous préinscrire pour qu'on puisse savoir combien de Chalonnais sont intéressés. Est-ce qu'il y en a 300? Est-ce qu'il y en a 3000? Parce qu'évidemment, c'est pas du tout
mêmes volumes d'achat. Et donc, cette préinscription sera obligatoire si vous voulez bénéficier de cet achat groupé qui devrait permettre de faire réduire les prix. On estime, je le mets au conditionnel, hein, autour de 20% par rapport au prix que vous avez quand vous les négociez à titre de particulier. Je pose une dernière question avant de passer au deuxième point à l'ordre du jour. Est-il envisageable de faire respecter les heures du terrain de foot à 22 heures? Il y a encore des personnes qui hurlent et c'est pas très agréable au Mont-Héry. Alors, la question est juste. La question est réelle pour la vie de quartier, c'est certain. Mais c'est toujours très 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 compliqué ce genre de débat. Moi, entre nous, je préfère qu'un jeune, même s'il hurle un peu, il joue au foot à 22 heures plutôt qu'il fasse autre chose. Bon. Et donc, c'est toujours très 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 compliqué de se dire qu'il faut arrêter de faire du sport alors qu'on veut pousser les jeunes à faire du sport. Et que peut-être que faire du sport en ce moment à 22 heures quand il fait un peu plus froid, plutôt que le faire sous 45 degrés quand il fait très chaud à 16 heures, c'est peut-être pas complètement stupide de leur part. Donc, il faut toujours trouver cet équilibre de partage de l'espace public. L'espace public, il appartient à tout le monde. Il appartient à ceux, bien évidemment, qui ont envie de faire du sport jusqu'à 22 heures. S'ils peuvent le faire un peu en silence, c'est pas plus mal. Et puis, il appartient à ceux aussi qui, évidemment, ont envie de dormir tranquillement chez eux sans avoir des cris dans les oreilles. Et ça, ça s'appelle la vie en société. C'est assez compliqué à organiser. C'est assez compliqué à essayer de faire perdurer et à essayer que tout le monde soit heureux dans cette vie en société. Voilà. C'est pas toujours facile. Donc on essaie évidemment de faire passer la police municipale pour essayer de faire respecter les horaires en question. Mais c'est vrai que sincèrement, on va pas arrêter 15 jeunes sur le stade parce qu'ils sont en train de jouer au foot à 22 heures. Voilà, faut pas tomber non plus dans un excès dans l'autre. Donc il faut trouver des points d'équilibre. Et là encore, c'est aussi le boulot du centre social que d'essayer d'inciter les jeunes en question à faire moins de bruit. Voilà. Mais ça s'appelle la vie en commun et c'est pas toujours simple. On avait une dernière question. Alors le micro va arriver, madame. Oui. Justement, tant qu'on parlait du terrain de foot, il y a eu des travaux qui ont été réalisés au mois de mars, notamment l'abattage des sapins derrière. Je me suis battu corps âme avec la mairie, justement parce qu'il y a eu la pose d'un grillage rigide, des ballons qui tapaient à toute heure contre le grillage rigide qui rendait la vie des gens impossible, parce que j'habite derrière, au 9 rue Thurio. Et franchement, c'était l'enfer entre les intrusions, quand on n'est pas là la journée, qu'on ferme le portail, les personnes qui s'introduisent dans les terrains, quand on appelle la police, qui ne peuvent rien faire, le foot, à 23h, qu'il y a encore des gens qui hurlent, des bandes qui viennent soit de la BD, soit des centres de jeunes, qui hurlent à plus de 23h quand la police nous répond « allez les voir ». Sachant qu'on se doute bien que les jeunes qui jouent, on les connaît, et c'est ceux qui ont fait déplacer un ministre suite à une agression au sein du centre de jeunes. Et quand on nous dit la police municipale, on va faire des rondes et on ne voit jamais une voiture passer, qu'on s'en met au civisme des gens, sachant qu'en 2026, le civisme des gens, ça va prendre au conditionnel. Qu'en période de canicule, nous, on aimerait bien, en tant qu'habitants, travaillant le lendemain, pouvoir ouvrir ses fenêtres, pouvoir profiter de la fraîcheur, vu qu'il fait 30 degrés dans les chambres. On nous répond sans, justement, comme disait M. Roy, on ne parle pas avec la population, on parle avec personne, on met des heures d'ouverture ou de fermeture de terrain de foot, qui sont en libre accès. Ça laisse quand même perplexe. On avait une question aussi, madame, juste devant. Le micro arrive. Sinon, on ne vous entend pas en ligne. Excusez-moi. Moi, je rebondis là-dessus. Je suis juste à côté du parc. 22h, je veux bien, il s'amuse, il fait chaud la journée. 23h, on tolère encore. Quand arrivé à minuit, on entend encore les ballons qui tapent dans les grillages. Ça fait un cirque pas possible. Qu'à 2h du matin, il y en a encore qui y jouent. 4h du matin aussi, qu'on appelle la police et qui nous répondent « Eh bien, écoutez, madame, on ne peut pas empêcher les jeunes de s'amuser. » Sauf que moi, cette semaine, j'ai eu des journées de 9h en totalité et je ne suis pas couchée avant 3h du matin. Je fais comment pour garder les enfants la journée, dormir 5 heures la nuit et être en forme encore. Donc la police, quand elle nous répond « Écoutez madame, on ne peut pas empêcher les jeunes de s'amuser », moi je suis désolée, mais on ne peut pas empêcher les gens de dormir aussi quand ils travaillent.
les deux questions sont sur exactement le même. À peu près, ouais. Ouais. Les deux questions sont évidemment sur le même sujet. Les deux questions sont exactement sur le même sujet et sincèrement, c'est très compliqué de vous répondre parce que vous avez l'un et l'autre raison. Mais que le policier, quand il vous répond, il n'a pas totalement tort. Bon. Vous, votre envie, et elle est légitime et elle est normale, c'est de pouvoir dormir le soir. C'est de pouvoir vivre tranquillement à partir de 21-22 heures dans votre maison ou dans votre appartement, sans avoir du bruit, des cris et des gamins qui jouent au foot, ou pas des gamins d'ailleurs, peu importe, qui jouent au foot dans un parc. Bon. Et donc, de votre point de vue, vous avez à 100% raison. Vous avez droit à cette tranquillité. À l'inverse, je répète ce qu'on a évoqué tout à l'heure, dire aux gamins d'arrêter de faire du foot, je sais pas comment on trouve l'équilibre entre les deux. Alors on est d'accord, à 4 heures du mat, ça marche plus. À 4 heures du matin, faut arrêter parce que les gens doivent dormir. Mais on fait concrètement, on fait passer une patrouille de police, et on va le refaire, à 4 heures du matin. Il y a 30-40 jeunes qui jouent au foot. On fait quoi concrètement? Pardon, mais on va aller les voir, on va discuter avec eux. Mais concrètement, on fait quoi pour virer 40 jeunes qui sont en train de jouer au foot? Vous voyez ce que je veux dire? Là encore, je comprends le problème que vous posez. Je dis simplement que la solution qu'il faut trouver derrière pour dire aux jeunes à 4 heures du matin, vous arrêtez de faire du foot, c'est quoi concrètement? Malheureusement, si vous voulez débarquer les 40 jeunes en question, il faudra 3/4 de CRS pour des gamins qui jouent au foot à 4 heures du mat. Parce que c'est pas 3 policiers dans une bagnole qui pourront virer les 40 gamins. Donc il faut... Non mais... Combien? Bon, 5-6, on y arrivera plus facilement, ça c'est clair. Mais je veux juste simplement attirer votre attention sur ce point-là. Là encore, quand ils jouent au foot, à 4 heures du matin, c'est pas bien. Mais enfin, ils font un rien de pénalement répréhensible. Et là encore, tout le monde a le droit à cette vie, je le répète bien. Et donc j'identifie et je comprends parfaitement ce que vous êtes en train d'évoquer. Je dis simplement que pénalement, c'est pas interdit ce qu'ils font. Donc il faut toujours... J'ai bien conscience que la réponse que je fais ne va pas vous satisfaire. Parce que vous avez le sentiment que je suis en train de vous dire qu'on ne peut rien faire. Mais sincèrement, des gamins qui jouent au foot à 4 heures du matin, j'avoue que on peut envoyer la police pour des gamins qui jouent au foot. C'est voilà, toujours un peu compliqué d'y répondre. Allez, on prend encore une dernière question parce qu'il faut qu'on passe aux autres sujets. Parce que j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres questions sur d'autres sujets. Et donc, on prend les 2 dernières questions ici et on passe à la suite. Comme ensuite on va parler éducation et sécurité, il n'est pas complètement impossible que les sujets que vous êtes en train d'évoquer reviennent dans quelques instants. Oui, merci. Je trouve quand même que vous parliez, monsieur le maire, de ne pas aller dans les extrêmes. Vous voyez, vous le faites vous-même, les habitants vous parlent de 3 à 5 habitants, vous parlez tout de suite de 40 jeunes et de quart de CRS. Je crois qu'il y a une juste mesure à trouver. Alors nous, c'est tout, ça n'a pas été retenu. Il y avait l'idée d'un service de médiation, ça, les élections sont passées, dont acte. Mais peut-être avoir une présence d'une police municipale qui soit plus de proximité pourrait permettre d'éviter ce genre de choses. Et je rebondis juste sur un de vos propos tout à l'heure. La CNL, donc l'association de locataires, a peut-être une couleur politique qui n'est pas la vôtre, qui est un peu éloignée. Ça, j'en conviens. Mais il me semble que dans tout débat démocratique, il est important d'écouter les autres. C'est peut-être à Nova Habitat de faire ce débat et d'écouter la CNL. Ça, je ne le sais pas, mais il me semble important de les écouter, même si la couleur politique n'est pas la même. Dans les discussions entre syndicats, en général, il y a des syndicats qui sont un peu plus d'une couleur politique que d'autres. Je suis Donc, 100% d'accord avec vous. Voilà. Il n'y a aucun débat. Il faut écouter les syndicats, y compris, et surtout à la limite, s'ils n'ont pas ma couleur politique. C'est une évidence. Je fais juste une chose. C'est qu'encore faut-il que ceux qui sont ici, qui ne connaissent pas forcément la CNL, connaissent la couleur politique de la CNL. Parce que c'est bien de se dire, je suis un syndicat représentatif des locataires de Nova Habitat, c'est très bien. Virgule, mais je suis proche du Parti communiste. Ça éclaire peut-être tout le monde sur les propos qui sont tenus. Et donc moi j'aime bien
la transparence, et j'aime bien que quand quelqu'un dit je prends la parole pour dire telle ou telle chose, bah, que les gens aient la grille de lecture politique du propos qui est tenu. C'est juste ça que je suis en train de dire. Voilà, point. C'est normal. Moi, j'aime bien l'humanité. Parce que dans le journal de l'humanité, il y a marqué journal du Parti communiste français. Au moins, j'affiche la couleur, c'est clair. Ah bah c'est dommage, il devrait continuer. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Mais il y avait marqué, il fut un temps, journal officiel du Parti communiste français. Au moins c'est clair. La couleur est annoncée aux uns et aux autres. Bah, annonçons la couleur, ça me paraît beaucoup plus clair. Par contre, je vous rejoins totalement, il faut écouter évidemment les syndicats. Et j'ai été membre du conseil d'administration, je l'ai même présidé d'un des deux bailleurs, on s'y retrouvait souvent, d'un des deux bailleurs qui a donné création à Novahabitat. Et effectivement, on écoutait les partenaires sociaux, membres de l'institution, et puis les associations représentatives des locataires. Oui, bonjour. Moi, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi vous ne pouviez rien faire ou vous ne saviez pas quoi faire. Les nuisances sonores, c'est la responsabilité de la mairie. Si. Au niveau municipal, c'est pas du tout le commissariat au niveau national que l'on peut interpeller. Donc, c'est vrai que c'est à vous de gérer ça, c'est pas à nous de trouver des solutions. Et puis, on a l'effet inverse aussi. On a des petits vides par rapport aux nouvelles créations d'aujourd'hui. Il y a un système qui est un système répulsif à ultrasons contre les nuisances des chiens, par exemple. Et quelqu'un qui va mettre un appareil, on entend, souvent c'est mal calibré, et on entend en fin de compte les ultrasons tout le temps. Il n'y a pas de loi contre ce système-là. Moi, j'ai un voisin qui a mis ça pour éviter que mon chien aboie. Le truc était en ultrasons sans arrêt. J'ai fait intervenir, donc j'ai demandé à la nationale, qui m'ont envoyé vers la municipale, qui m'ont dit que vous n'aviez pas fait d'arrêté, en fait, concernant ce système. Il y a des villes qui l'ont fait, parce que c'est vrai que c'est nouveau. Et moi, ce que je voudrais avoir, en fait, c'est ne pas avoir d'ultrasons venant de chez mon voisin, orienté vers ma maison, et subir ça, en fait, en continu. Donc, les nuisances sonores, que ce soit voilà, un ballon contre une balustrade ou des ultrasons qui viennent jusqu'à chez nous, j'estime qu'à 10h le soir, pas à 4h du matin, à 10h, on a le droit de dormir. Alors, vous avez pleinement raison. On va avancer sur les heures, mais je vais quand même répondre à ce que vous venez de dire. Vous avez pleinement raison. Et là où les contradictions sont intéressantes, c'est que vous avez le droit de dormir et éviter le ballon qui tape quelque part. Vous avez le droit de dormir et ne pas subir l'ultrason. Et puis votre voisin, il a le droit de dormir et pas subir un chien qui à 4h du matin va aboyer non plus. Et on voit bien que là, on a une petite contradiction dans tout ça, parce que chacun regarde ce que fait le voisin à son endroit, mais pas ce que lui-même fait à son voisin, via plein de choses, qui sont des petites choses de la vie quotidienne, qui font, là encore, ce qu'on appelait tout à l'heure, comment on arrive les uns et les autres à organiser les vies en commun. Premier point. Deuxième point, je suis pas en train de vous dire du tout qu'on peut rien faire. Pas du tout. On va y revenir dans quelques instants quand on parle de sécurité. On fait déjà beaucoup de choses et clairement, il faudra qu'on en fasse encore plus. Et notamment qu'on assure une présence de la police municipale beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui. Alors, j'irai pas jusqu'à la police de proximité parce que j'y crois pas. Donc, c'est une divergence entre nous. C'est comme ça. Ça a existé. Ça n'a pas produit les résultats escomptés. Pour moi, la police, elle est là pour faire régner l'ordre. Je le dis de façon un peu caricaturale, mais son boulot, c'est de faire régner l'ordre. Son boulot n'est pas, me semble-t-il, de se balader dans les quartiers pour discuter avec les gens. Ça, c'est le boulot du centre social. Il le fait bien. La police municipale, son boulot, c'est d'abord et avant tout de faire régner la sécurité dans les quartiers. La police nationale, c'est la même chose, plus d'arrêter des gens qui ont fait des bêtises. C'est ça leur boulot. C'est pas de sympathiser, de discuter, d'échanger, ou comme on disait de façon un peu caricaturale, je l'admets volontiers, de jouer au foot avec les jeunes. C'est pas ça leur boulot de mon point de vue. Et encore moins à 4h du matin. Une dernière question, on a Claire sur Facebook qui nous dit « Bonsoir, habitant rue du Commandant des Riens, il y a un réel problème de circulation des camions sans cesse avec une allure dangereuse.
Pourquoi passe-t-il dans cette rue? Avec une dégradation des véhicules stationnés et de la route, et pourquoi ne pas mettre cet axe à 30 km/h comme dans bien des rues? Alors, on a passé tout le centre-ville à 30. Est-ce qu'il faut passer tout Châlons à 30? Peut-être. La réflexion peut être admise. Hein. Bon, je sais pas. J'ai pas de, on n'y a pas pensé jusqu'alors. Peut-être que la réflexion doit se faire, hein, Stéphane, c'est ton boulot. Donc on va regarder ça. Est-ce qu'il faut passer toutes les villes à 30? Je sais pas. Sincèrement, j'ai un peu de doute, parce que j'imagine que quand on sera à 30, on dira qu'il faut passer à 20. Enfin, voilà. Donc il y a toujours un... Bon, on verra ce qu'il en est. On va y réfléchir et se poser la question pour essayer de répondre à Claire. Par contre, ce que j'ai demandé, c'est que on ait un plan anti-vitesse dans les rues. On a souvent les remontées par le canal de la GRC que j'évoquais tout à l'heure, ou ce soir par la question que vient de poser Claire, de vitesse excessive dans les rues de Châlons. Quand on a ce type de signalement, d'où l'utilité de la GRC qu'on a évoquée tout à l'heure, ça nous permet d'avoir l'information, ça nous permet d'envoyer de la police municipale pour faire les contrôles, et pour vérifier si effectivement, sur tel jour, on a eu beaucoup de cas de vitesse excessive ou pas. Et puis, j'ai demandé à ce qu'on ait un plan, alors on verra comment on le construit, pour effectivement poser toute une série d'éléments qui permettent de ralentir. Vous avez vu ici, là, sur les slides qui vous ont été présentés tout à l'heure, qu'on va mettre un certain nombre de croisements des réhausseurs pour casser la vitesse dans le quartier. Et puis, comment? Ben, vous voyez, on est exactement dans la formidable contradiction qu'on est en train de vivre par ces exemples-là. Et c'est ça la difficulté. C'est que d'un côté, j'ai des gens qui demandent à ce qu'on foute des ralentisseurs pour que ça aille moins vite, et puis il y a des autres qui pensent que le ralentisseur va casser sa voiture. Alors j'ai quand même un point. En général, quand avec sa voiture, on respecte la limitation de vitesse, on la casse pas. Hein. Même si on passe sur le ralentisseur. Pardon, mais juste, je le rappelle, hein, je dis simplement que quand on respecte la limitation de vitesse, et j'imagine que c'est le cas de tout le monde, évidemment, dans cette salle, ça va de soi. Alors, là encore, enfin, pardon, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est qu'on parle chacun notre tour, et surtout sans micro, on vous entend pas, on n'entend pas vos interactions. Et donc, il y a des personnes qui dans la salle disaient en gros quand ils sont aux normes, etc. Alors, quand ils sont pas aux normes, bah, vous nous le signalez, on le change, évidemment, parce que notre métier, c'est de faire des choses aux normes. Et c'est assez rare, me semble-t-il. Assez rare, je pense même inexistant. Mais si vous m'en trouvez un, je suis preneur de l'information, que l'on pose des ralentisseurs qui soient pas aux normes. Mais j'ai des doutes sur le fait que ça existe. Mais sincèrement, si on en trouve un, on l'enlève tout de suite, c'est promis, et on le change par un qui est aux normes. Mais là encore, je me répète, 99,9% des ralentisseurs sont aux normes, et si vous passez normalement à une vitesse normale avec votre voiture sur le ralentisseur, personne ne va casser sa voiture. Par contre, si c'est sûr que vous êtes 20-30 km/h au-dessus, là il y a un petit risque, mais pardonnez-moi de vous dire qu'à ce moment-là, je vous renvoie la balle en vous disant, respectez la limitation de vitesse et il n'y aura pas de problème. Et c'est vraiment le message global qui est super passionnant dans ce qu'on est en train d'entendre. On a eu la contradiction entre le chien d'un côté et puis le son de l'autre. Là, on a la contradiction entre la personne Claire qui veut qu'on ralentisse et puis de l'autre monsieur qui veut pas qu'on ralentisse parce que ça risque de casser sa bagnole. Et ben c'est ça qui fait d'ailleurs ce qui est passionnant dans nos boulots, c'est de gérer toutes ces contradictions qui sont légitimes parce que celui qui casse sa bagnole, il est pas content et il a raison de pas être content. Et celle qui se dit que son gamin va se prendre une bagnole parce qu'il va trop vite, elle a aussi raison de vouloir qu'on ralentisse. Mais il faut qu'on gère toutes ces contradictions-là alors que les deux points de vue sont légitimes. On est déjà très très en retard. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Je vous propose qu'on passe à d'autres sujets. De toute façon, comme on va reparler sécurité, comme on va reparler éducation, vous aurez l'occasion de reparler dans 2 minutes. Puis en plus, il y aura les questions diverses, bien sûr. Mais il faut qu'on avance un peu pour qu'on essaie de respecter à peu près nos horaires. Sabine. Et donc Sabine, voilà. Et moi, il faut que je sois surtout beaucoup moins long dans ma réponse.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, je vous parle d'éducation. Alors, vous savez, vous le savez tous, hein, la responsabilité de la ville n'est pas d'enseigner. Hein, ce sont les enseignants de l'éducation nationale qui enseignent. La responsabilité de la ville en matière d'école, c'est d'offrir un cadre, un environnement, à la fois pour les élèves, pour les enseignants, les équipes éducatives, donc de leur offrir un cadre qui leur permette de disposer des meilleures conditions possibles pour apprendre, grandir et s'épanouir. Alors, je vais vous donner quelques indications de cadrage sur les volumes chalonnais. Nous avons 20 écoles publiques, 9 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires et 5 écoles primaires. Alors, élément de compréhension, une école primaire, c'est une école dans laquelle on trouve une école maternelle et une école élémentaire. Donc voilà, une précision de vocabulaire. À la rentrée 2025, nous accueillons dans ces 20 écoles 3068 élèves. Alors, vous avez la slide sur les écoles de votre secteur. Donc, vous les connaissez, hein, vous en êtes familiers. C'est 3 écoles, Lavoisier, Branly et Clovis-Jacquier. Donc, l'école primaire, c'est Clovis-Jacquier. L'école Lavoisier, vous avez 2 écoles, une école maternelle et une école élémentaire. Et Branly, c'est une école maternelle. La novation à la rentrée prochaine, c'est la fusion des écoles maternelles, oui, je dis bien, Branly et Lavoisier. Donc, elles sont d'ores et déjà dirigées par une seule directrice. Et à la rentrée, les 2 sites sont maintenus, mais il n'y aura plus administrativement qu'une seule école. Donc voilà, petite précision en passant. Alors, notre mission, je le disais tout à l'heure, c'est d'assurer un cadre favorable aux apprentissages et c'est donc d'abord investir dans les bâtiments. Alors, entre 2020 et 2025, la ville a consacré 13 millions d'euros aux écoles, dont 2 millions d'euros sur le programme des cours buissonnières. Dans ce quartier, dans l'école où vous êtes là ce soir, ce sont 779 000 euros de travaux qui ont été faits dans cette école et qui ont permis notamment le remplacement de toutes les huisseries de manière à isoler le bâtiment des rigueurs de l'hiver. Alors, ça n'est pas tout à fait performant pour les rigueurs de l'été et c'est pour ça que cet été, nous engagerons un programme d'implantation de brasseurs d'air dans toutes les classes des écoles Lavoisier, Clovis-Jacquier pour ce qui est des écoles de ce quartier. Donc, c'est un coût de 89 000 euros. Donc, vous le voyez, on a un... Merci, monsieur le maire. On a une mission assez importante. On suit de très près, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là, la gestion de nos bâtiments municipaux scolaires. Et il faut savoir que c'est 1/3 du budget bâtimentaire qui est consacré aux écoles. C'est vous dire l'importance que nous apportons donc à l'éducation. Nous avons des bâtiments que nous essayons de gérer au mieux, bien sûr. Nous sommes employés sur le dernier mandat, notamment, à sécuriser les écoles. Vous vous souvenez du dramatique événement de l'assassinat de Samuel Paty il y a quelques années et l'année même, parce qu'on était déjà en train de réfléchir, nous avons déployé dans toutes les écoles de la ville un système de balises, MyKeeper, qui permet d'alerter immédiatement les équipes en cas de danger. Toutes les classes, il y a une balise par classe, il y a une balise par salle de périscolaire. Ça permet à tout moment à l'enseignant, à l'éducateur du périscolaire de se relier et de déclencher l'alerte. L'alerte étant gérée par la police municipale. On a eu ici, il y a quelques années, une explosion d'une canalisation de gaz et on a pu tester, ça n'était pas un élément d'intrusion classique, mais on a pu tester
en réel ce qu'a donné cet événement. Et en 5 minutes, vous aviez les services de pompiers, les services de secours, les services de la police, donc tous les outils pour pouvoir gérer la crise et protéger les enfants. Donc, ce dispositif est très important, il sécurise vraiment nos écoles. Alors, il n'y a jamais de plan super parfait 100%, donc il peut y avoir encore des zones d'ombre, mais en tout cas, sachez qu'on est très attentif au suivi de ce dispositif. Autre point d'investissement qui est une charge importante pour la ville, c'est l'investissement en tableau numérique des salles de classe et la mise à disposition pour chaque élève de tablettes. Quand je parle des élèves, ce sont ceux d'élémentaire. Et chaque année, nous consacrons un budget de plus de 100 000 € au développement du numérique. Parce que c'est indispensable que les enfants découvrent le numérique à l'école et non pas en libre, voilà, en toute liberté, ce qui les fait accéder à des outils qui ne sont pas forcément faits pour eux. Donc, une école, c'est pas simplement un bâtiment à sécuriser, c'est pas simplement un bâtiment à aménager avec du numérique, c'est aussi une cour de récréation. Et nous avons engagé depuis 2020 un important programme qu'on a baptisé Cour buissonnière. Vous en avez un très bel exemple derrière nous. C'est l'une des plus belles cours de Châlons, plus belles cours d'école. Ce sont des aménagements qui ne sont pas simplement là pour faire joli. Ce sont des aménagements qui permettent l'imperméabilisation de l'eau, qui permettent de rafraîchir les espaces. Et nous combinons à la fois la désimperméabilisation du sol et en même temps la végétalisation des espaces. Vous avez là un petit jardin de senteur de l'autre côté, ce qui sur le bord de l'école, qui permet de la pédagogie. Les enfants peuvent découvrir des espèces nouvelles. Vous avez des fruitiers qui sont plantés, qui permettent aussi des actions pédagogiques. Et vous avez donc de la plantation d'arbres à l'échelle de ce que nous avons fait dans la ville avec les 26 000 arbres chers à Augustin de Lavenne. Je ne sais plus, je le vois plus, il est pas loin d'ici. Tout ça, ça participe d'une action cohérente de prise en compte des évolutions climatiques. Alors cet été, c'est l'école Branly qui va bénéficier de ce programme. Et donc, d'ores et déjà, les engins de chantier sont arrivés, la cour va être décaissée. Nous allons y planter 11 nouveaux arbres, dont 5 arbres fruitiers, je viens d'en parler, qui vont s'ajouter aux 11 arbres présents. Et nous allons créer 296 mètres carrés d'espace vert supplémentaires. Donc, on aura dans cette école plus de 1000 mètres carrés de surface végétalisée. Et donc, nous aurons aussi des aménagements de jeux et des nouvelles installations au bénéfice des enfants. C'est un investissement de 136 958 €. Alors, je vous ai parlé du bâti, je vous ai parlé de la sécurité, je vous ai parlé des cours. L'action de la ville ne s'arrête pas là. Je serai simplement un peu plus brève sur ces sujets parce qu'on ne peut pas balayer tous les sujets de l'éducation ce soir dans le temps qui nous est imparti. Mais il faut savoir que dans nos écoles, ce sont 241 agents municipaux qui y travaillent, qui sont au service des 3000 enfants de la collectivité, qui vivent dans la collectivité. Dans les maternelles, ce sont 54 ATSEM qui accompagnent les enseignants. Il faut savoir aussi que la ville finance le matériel pédagogique, les fournitures scolaires, les budgets de transport de chacune des écoles. Nous développons de nombreux partenariats avec les structures culturelles, sportives et associatives. Nous avons un catalogue, je viens de signer l'éditorial pour la rentrée prochaine, de 180 actions pédagogiques que nous proposons, qui sont proposées à la fois par les services de la ville, mais aussi par les services de l'agglomération, pardon. Je vais abandonner le jargon. Et nous avons aussi des dispositifs partenariaux qui sont très importants. Et dans un quartier tel que celui de Schmid, nous avons un dispositif de la cité éducative en partenariat avec l'État qui nous permet d'expérimenter des actions nouvelles, qui nous permet de développer des projets supplémentaires donc au bénéfice de l'action des enfants.
Tout à l'heure, on évoquait ces jeunes qui jouent au foot à des heures indues. Il faut savoir aussi que nous avons une action en faveur de la citoyenneté. Ça passe de façon visible par le conseil municipal des enfants, mais c'est un moyen pour nous, à travers cet outil, et Nicolas Stéphan, qui est conseiller délégué, qui va piloter ces conseils, parce qu'il va piloter un conseil municipal des enfants et un conseil municipal des jeunes, donc à partir du mois de septembre. Donc ces outils sont des outils de citoyenneté, et c'est là aussi qu'il faut faire passer les messages et n'avoir de cesse que de le faire. Alors, dernier point, pour vous signaler qu'à partir de... Nous sommes en train d'étudier un nouveau dispositif en lien avec l'UNICEF, et la ville va devenir territoire d'enfants dans les mois qui viennent. Nous faut le temps de signer les conventions, mais le dossier est déposé auprès de l'UNICEF. Donc voilà, alors j'ai pas tout abordé, il y a certainement peut-être à travers les questions d'autres sujets qui seront abordés, mais je suis évidemment à votre disposition pour y répondre. Merci Sabine. Est-ce que vous avez des questions? Donc moi, je suis arrivé en cours d'année sur Châlons avec mes 2 enfants, donc à l'époque 8 et 6 ans. Et en fait, on travaillait à 2 et il était impossible d'avoir une place à la cantine. Ce qui fait qu'en fait, mes enfants ont dû rester pendant le temps de midi, en fait, le temps que je rentre du travail étant en coupure. M'attendaient pendant un peu plus d'une demi-heure devant l'école, en fait, comme ça en libre accès, sans surveillance, sans rien, jusqu'à le restant de l'année. En fait. On va prendre 2-3 questions. En fait, ma question était de savoir est-ce qu'il y avait des priorisations pour les personnes ayant un emploi, pour les gardes à la cantine, ou quand on arrive en cours d'année comme ça. Moi, je suis désolée, ce sera pas une question, mais une simple affirmation. Je trouve délétère que le temps réservé, on a parlé du bâti énormément, alors c'est très important, mais on parle de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté. Alors certes, les ATSEM ne sont pas des enseignantes, mais le temps que vous avez accordé à vos agents est quand même très 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 court. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonjour, moi je voulais parler, vous avez parlé de l'école Branly, c'est l'école maternelle, mais l'école à côté, enfin, anciennement l'école primaire, qu'est-ce que vous comptez en faire? Ça se dégrade quand même, hein? Ça va de pair avec une question que Gladys nous a posée en ligne, qui nous dit que va devenir le groupe scolaire Branly, un pôle médical serait le bienvenu. Alors, première question sur les cantines. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la démographie scolaire était en baisse. L'affluence dans les cantines est en hausse. Nous avons en moyenne sur la ville 60% de cantiniers. Il faut savoir, dans certaines écoles, ça va jusqu'à 80%. Donc, on met en place des outils pour assurer la fréquentation maximale. Dans l'école Lavoisier à côté, nous emmenons les élèves à la Croix-Jean-Robert le temps sur la pause méridienne de manière à ce qu'ils puissent déjeuner. Donc pour satisfaire le maximum de familles. Nous n'avons pas, malheureusement, je le dis, et la difficulté, vous allez la comprendre tout de suite, nous n'avons pas, compte tenu de la dispersion géographique des établissements scolaires, la possibilité dans chacune des unités qui sont contraintes d'accueillir tout le monde. C'est une des difficultés. On a réfléchi à plusieurs reprises sur des sectorisations de restaurants. C'est compliqué. C'est un programme à long terme. Les évolutions démographiques sont telles que il y a une difficulté, je le reconnais. Et c'est pour ça que chaque année, au moment des inscriptions scolaires, j'informe les parents de la nécessité de s'inscrire le plus rapidement possible. Il faut savoir qu'en début d'inscription, nous n'avons actuellement pas toutes les inscriptions pour la rentrée scolaire. Seuls 75% des parents ont inscrit leur enfant.
Donc, si vous êtes parmi ceux qui se sont inscrits, vous aurez une place, mais les autres, pas forcément. Je suis désolée. Alors, la question sur la discrimination, nous n'avons pas le droit de faire de critères de sélection. À partir du moment où nous offrons la restauration scolaire, le seul critère qui est admis, c'est l'inscription dans l'école. Et donc, la situation des parents n'entre pas en ligne de compte. Le médiateur des droits a rappelé à plusieurs reprises cette situation. Il y a des communes qui ont été rappelées à l'ordre et donc nous ne mettrons pas en place de système de discrimination. Voilà. Madame Francard, comment ? C'est comme ça. C'est une loi qui nous dépasse. Madame Francard, vous avez évoqué votre regret donc quant au temps que j'ai passé, mais le temps nous est compté. Je vous propose une nouvelle réunion sur le non, pas forcément sur le rôle, uniquement sur le rôle des absents. Je sais que Madame Francard et Monsieur Vattel y sont très attachés, à juste titre d'ailleurs. Nous avons amélioré notre taux de couverture, nous sommes à 0,97%, monsieur. Toujours pas, hein, je sais. Voilà, mais le taux progresse. Donc, effectivement, cet encadrement par nos agents municipaux est très important. Ça participe du bien-être des enfants à l'école, ça complète l'action éducative des enseignants. Et moi, je ne peux que vous proposer un sujet consacré à ces questions et aussi aux modalités des programmes que nous mettons en place dans le cadre de la cité éducative, puisque là, on participe concrètement à l'élaboration de programmes. Je suis désolée, mais c'est le temps qui nous était imparti, qui ne permettait pas d'aborder ces sujets. Alors là, il y avait un autre sujet sur le devenir de Branly. Moi, je posais juste une question et puis le maire traitera les deux réponses. J'ai une question d'Antoine. Qui habite Faubourg Saint-Antoine et qui a une question sur le Faubourg Saint-Antoine justement. Y a-t-il un projet de prévu sur la friche EDF ? Alors, deux sujets sur les friches, donc c'est pour ça qu'on a cumulé un peu les deux. La friche EDF, vous la voyez peut-être, c'est juste en face de la DRAC. Et c'est effectivement un bâtiment qui était utilisé par EDF, mais qui n'était pas propriété d'EDF, qui était propriété du groupe Engie. Et le groupe Engie a abandonné, entre guillemets, je sais pas, 100, 200, 300 sites en France. Ils ont fait un appel d'offres global auprès de spécialistes du rachat de ce type d'actifs, de ce type d'immeubles. Et donc, il y a des sociétés qui se sont positionnées et ils ont racheté 100 ou 200 immeubles de ce type-là. On les a rencontrés il y a pas très longtemps. Ils sont pas encore très au clair sur ce qu'ils veulent faire de ce bâtiment-là. Ils en sont les nouveaux propriétaires. Donc, ils n'ont pas encore de projet concret. Leur sujet premier, c'est de traiter les questions de dépollution, puisque ce site a accueilli, il y a des lustres, des réserves de gaz. Et donc, il y a probablement des pollutions très lourdes des sols liées à ces réserves de gaz. Et donc, il faut d'abord qu'ils dépolluent avant qu'on puisse faire quelque chose du site. Enfin, que eux puissent faire quelque chose du site. Donc, c'est quelque chose qui va leur coûter beaucoup de sous. Ils le savent. Ils ont des sites globalement. En gros, l'idée qui est plutôt intéressante, hein, quand ils font 100 sites comme ça, et c'est pour ça qu'ils font des achats groupés comme ça, c'est qu'il y a des sites qui valent beaucoup de sous. Et puis, il y a des sites qui vont leur coûter de l'argent parce qu'il y a par exemple beaucoup de pollution. Et donc, ils savent très bien que s'ils vendent les sites sympas, bah, ils vont trouver acheteurs. Mais que s'ils vendent les sites tout seuls, avec beaucoup de pollution, personne ne va acheter. Et donc, ils mélangent un peu du bon et du moins bon pour que quelqu'un achète. Bon, donc on verra. On les a rencontrés, mais à ce stade, il n'y a pas de projet. Sur Branly, maternelle, enfin, pardon, ex-élémentaire, il y a effectivement un bâtiment. Il se dégrade, vous avez raison. Pour l'instant, on n'a pas de projet opérationnel concret sur ce bâtiment-là. Donc, je ne sais pas répondre à la question qui a été posée à l'instant, enfin par Internet. C'est madame, oui, pardon, c'est madame qui l'a posée, vous avez raison. Mais on avait une question identique sur Internet où elle précisait on pourrait en faire un pôle médical. Alors, pôle médical, pour l'instant, on en a un en centre-ville. On en a visité un avenue des Alliés cet après-midi où il y a 3 médecins
déjà installés qui sont qui se remettent sur un autre pôle médical, un 4e qui va arriver, qui est prévu, hein, qui n'existait pas sur le territoire, mais qui va arriver, plus une pièce vide pour accueillir un stagiaire permettant d'avoir des consultations complémentaires. Donc on agrandit un pôle médical sur le sud de Châlons. On en a un autre qui est prévu sur la rive gauche, grosso modo en face du Lidl, où là on a l'ancienne poste qui a été vendue à des gens qui vont faire un labo d'analyse médicale. On a une pharmacie qu'on veut installer sur l'îlot, qui est au milieu, dont on est propriétaire. On l'a acheté il y a quelques années. C'était les anciennes... l'ancienne DDE, tout à fait. Donc on a racheté, et donc c'est sur ce site-là qu'on voudrait mettre un pôle médical. On attend le concours architecte a été fini, donc on attend les études sur ce qui est proposé, et mettre une pharmacie également au même endroit pour avoir un univers médical avec un pôle santé avec des médecins et des infirmières, une pharmacie et le labo d'analyse médicale que j'évoquais à l'instant. Et donc c'est ce qu'on a prévu sur ce quartier-là. Ici, à ce stade, il n'y a pas de projet, et notamment parce qu'il y a la maison médicale qui est pas très loin à Saint-Martin. Et donc ça va être objectivement compliqué de trouver des équipes médicales qui s'installeraient ici avec la concurrence qu'on aurait sur Saint-Martin. Donc pour l'instant, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de mailler au maximum le territoire de Châlons, en ayant quelque chose sur le sud de Châlons, c'est en cours, en ayant quelque chose rive gauche, quelque chose en centre-ville, quelque chose dans le nord de Châlons, en l'occurrence à Saint-Martin. Là encore, je sais que c'est pas forcément facile, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer aussi facilement que ça. Là, on a adapté le réseau de bus pour qu'il desserve la maison médicale de Saint-Martin. Donc, ça va être fait à partir de septembre prochain. Ce n'était pas le cas jusqu'alors, pour qu'on puisse y aller, évidemment, en bus. Mais de la même façon qu'on ne pourra pas installer, comme on l'évoquait tout à l'heure, des éléments de commerce ou autres devant chaque maison, on aura aussi un peu de mal à installer à moins de 100 mètres ou 200 mètres de chacun un pôle médical. Donc on essaie vraiment de mailler l'ensemble du territoire pour qu'on ait au moins un dans chaque quartier. Merci Sabine. Je vous propose de passer la parole maintenant à Augustin Delavenne, qui est adjoint au maire en charge de la sécurité, de la citoyenneté et de l'état civil, pour le 3e point de la soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Clémence, merci monsieur le maire. Je voudrais commencer très simplement pour aborder ce thème de la sécurité. On a vu que ça avait déjà alimenté les premiers thèmes, les premiers échanges, en disant qu'effectivement, quand on parle de sécurité, beaucoup d'entre nous pensent à des situations très concrètes, des regroupements qui inquiètent. On en a entendu parler. On a entendu parler de trafic. Alors, on est parti même très très loin en nous comparant à des quartiers où on est... C'est toi, tu as raison. Et c'était bien de rappeler que nous en sommes quand même très très loin, sans le minimiser. Des nuisances, des vitesses excessives, vous en avez parlé. Et ces préoccupations, nous les connaissons. La GRC notamment est une très bonne remontée de toutes vos préoccupations de terrain. Et nous ne les minimisons jamais. Mais je veux dire une chose, notre ville, notre belle ville de Châlons, ne se résume pas à ces difficultés. Nos quartiers, comme celui de Schmitt, dans lequel nous nous trouvons ce soir, c'est d'abord et avant tout des familles, des enfants, des associations, des commerçants, des habitants qui veulent vivre tout simplement, et vous l'avez exprimé, tranquillement. Et c'est pour eux, et c'est pour vous que nous agissons. Il faut être clair sur les responsabilités, et je pense que c'est important quand même de le rappeler en préambule ce soir. Les responsabilités de chacun, les trafics, les enquêtes, les interpellations, les condamnations, c'est l'État, la police nationale, le parquet, la justice, et une municipalité ne peut pas tout faire. En revanche, elle doit faire tout ce qui relève d'elle, et c'est notre choix, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter rapidement. Notre priorité tient en une phrase, que chacun puisse vivre dans son quartier en toute tranquillité. La sécurité est la première des libertés, je l'ai dit, et sans elle, pas de qualité de vie. Les commerces souffrent quand ça n'est pas le cas, les familles hésitent à s'installer, et on finit par éviter certains lieux. C'est pourquoi nous avons fait, pour ce mandat, de la sécurité une priorité. Et notre premier choix, ça n'est pas, et Mme Francard sera contente, ça n'est pas la technologie, c'est bien d'investir
et de continuer à investir dans les femmes et dans les hommes. Et en 10 ans, la police municipale est passée déjà de 13 à 22 policiers. Nous l'avons équipé, armé pour répondre à tous les niveaux de difficulté. Nous avons élargi ses horaires le matin jusqu'à tard le soir. Et depuis 2014, le maire réunit chaque mois autour de la même table la procureure de la République, la police nationale, la police municipale, les bailleurs, la CITAC et les CSC, qui sont des éléments de proximité très importantes. Parce qu'effectivement, en matière de sécurité, chacun agit dans son domaine et à son niveau, mais personne n'agit seul. J'ai parlé des femmes et des hommes, mais il y a effectivement des outils modernes qui viennent en support de ces personnes qui sont sur le terrain. Et une caméra, si elle ne remplace jamais un policier, elle permet néanmoins d'arriver plus vite, de mieux savoir ce qui se passe. Et aujourd'hui, si on compte à peu près celle de la ville, de Navhabitat, des bus de la CITAC ou des bâtiments publics comme celle de la préfecture, on est à peu près à 583 caméras sur la ville, sur le territoire, qui participent à la sécurité de notre territoire. Notre centre de supervision urbain, je vais éviter de manger les mots, visualise en direct les caméras de la ville et déclenche les interventions. Et ces images servent. L'an dernier, pour vous donner des chiffres, c'est toujours important et c'est parlant, la police nationale a demandé près de 300 extractions de vidéos pour ces enquêtes. Et donc, ça aide effectivement à résoudre un certain nombre de dossiers. Avec Connect Chalon, dont vous avez déjà entendu parler, nous investissons 2,7 millions d'euros sur 12 ans pour moderniser ce niveau de vidéoprotection, ce système de vidéoprotection. Et maintenant, je vous ai dressé un rapide bilan de ce qui existait. Nous allons aller plus loin, encore plus loin. Dès cette année, nous lançons le recrutement de 8 policiers municipaux supplémentaires. Nous allons donc passer de 22 à 30 policiers, ce qui va faire plus d'équipes sur le terrain et à continuer à déployer plus 30% de vidéoprotection. Ce ne sont pas des chiffres que je vous donne pour faire joli ou pour lancer comme ça, c'est concret. Cela veut dire plus de patrouilles, plus de présence, plus de couverture et de visibilité, des interventions plus rapides dans toute la ville et dans chaque quartier. Aucun quartier n'est oublié et Schmitt en fait partie car nous tenons compte des besoins qui évoluent au fur et à mesure de l'évolution de la vie des quartiers, comme c'est le cas aujourd'hui ici. Mais des effectifs et des caméras ne suffisent pas, je l'ai dit. Nous agissons sur toute la chaîne. Prévenir, responsabiliser et sanctionner. Avec Madame la procureure, nous avons mis en œuvre et nous allons mettre en œuvre de manière plus dense encore les rappels à l'ordre. Je présiderai moi-même les convocations en présence de la police municipale face aux jeunes auteurs des faits et à leurs parents. Nous avons mis, ou moins jeunes, vous avez raison monsieur le maire, comme d'habitude, et nous allons mettre en place, et nous avons mis en place également les transactions municipales et les travaux d'intérêt général dans les services de la ville. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui dégrade, demain, répare. Enfin, celui qui dégrade aujourd'hui, demain, répare. Nous développerons les mesures de responsabilisation avec les établissements scolaires, et puis nous allons poursuivre, bien entendu, et j'ai entendu vos messages ce soir, le travail sur le quotidien, la vitesse, notamment aux abords des écoles, et Sabine Bourbock est très, très vigilante là-dessus et nous rappelle régulièrement là-dessus. Bien sûr, continuer à améliorer l'éclairage public qui participe, et nous avions pris une décision il y a quelques mois très importante après les travaux de Connect Chalon. La lutte contre les dépôts sauvages, par exemple, et donc, je vous l'ai dit, des nouvelles caméras intégrées dans tous les nouveaux projets, comme bien sûr dans le renouvellement du quartier Schmitt. Ce que je veux dire pour conclure, puisqu'on m'a demandé d'être bref, direct, pour laisser la place aux échanges, avant toute chose, c'est que ce que nous voulons est bien simple, c'est que chacun entre chez lui sereinement, que les enfants puissent aller à l'école en sécurité, que les aînés se promènent tranquillement, que les commerçants travaillent dans de bonnes conditions. Et tout ne se réglera pas en quelques semaines, mais, et ça je ne le promettrai pas, mais nous prenons un engagement, c'est que chacun dans son champ de compétences, et notamment la ville en premier, fera tout pour que chacun puisse vivre dans son quartier en toute tranquillité. Aucun habitant ne doit avoir le sentiment d'être abandonné, et c'est pour ça que nous faisons aussi ces réunions de quartier, pour pouvoir vous entendre. Non, je le pense. Merci à vous. Merci Augustin. Est-ce que vous avez des questions? Le micro arrive.
Oui, bonjour, je m'appelle Anne-Laure Boulet. J'habite au quartier de l'Île-aux-Bois, l'ancien quartier de l'Île-aux-Bois. J'ai toujours habité là. Et j'en viens. Alors attention, monsieur le maire, je ne veux pas entendre vos arguments. Ce sont des chemins privés, des rues privées. On parlait de ralentisseurs. Bah, justement, allez rue des Mésanges, rue des Pinsons, rue des Rossignols. Vous n'avez pas besoin de ralentisseurs. Moi, les VSL de chez Ralit, entre autres, hein, puisqu'ils ont le monopole, pardon, viennent me chercher 2 fois par semaine. Et ben, à tout va, j'entends soit de la part, souvent de la part des patients qui sont déjà à mes côtés, ben, vous devriez investir chez Ralit, donc ils le disent au conducteur, hein, de 4x4. Parce que pour aller chez moi, c'est très, très, très compliqué. Déjà, je souhaite remercier la ville parce que je me suis aperçu ces jours-ci, en prenant le bus, il y a du bleu maintenant dans les bus. Et aussi, vous parlez des bus, vous dites qu'il y a des caméras dans les bus. Mais il y a 2 bus qui sont assez longtemps qui sont là, ils ne sont toujours pas équipés. Dont le bus électrique et le dernier Mercedes 9 qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on attend pour les équiper en caméra, ces 2 bus-là? En plus, ils sont là depuis un certain temps. Je suis attaché aux mobilités collectives. Donc moi, je voulais poser la question pour savoir, on nous avait dit qu'on nous mettrait des caméras de 360 degrés au rond-point Charlier, donc près du parc, pour tout ce qui est accélération de voiture, les jeunes qui font le tour avec leur voiture au rond-point sans arrêt tous les jours, savoir quand est-ce qu'elle sera posée. Si c'est toujours dans les projets. Je vais peut-être commencer par cette première question, si vous le voulez bien, parce que sur la voirie, je laisserai monsieur le maire répondre. Sur on a commencé effectivement en 2014, 15, ouais, les caméras, la vidéoprotection. Donc il y a eu des premières caméras qui ont été posées, les premières générations, on va dire, et effectivement, nous sommes en train à la fois d'en poser des nouvelles et de remplacer au fur et à mesure les premières générations pour que elles puissent être opérationnelles en gros 24/24, parce que les premières n'étaient par exemple pas visibles, enfin on pouvait pas voir la nuit, donc voilà, au fur et à mesure on regarde ça. Néanmoins, celle qui vous a été annoncée est bien prévue. Je n'ai pas la date là, mais on va prendre vos coordonnées et on vous donnera. Mais néanmoins, c'est pareil, au début il y avait des caméras fixes, il n'y avait pas les dômes. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on peut les changer et qu'on peut passer, on passe sur des 360. Mais ça fait partie, je l'ai dit, et donc nous allons augmenter de 30% ce système de vidéoprotection. C'est très important pour continuer à aider l'équipe de terrain à répondre à tout ça. Voilà. Mais sur la date, on vous la donnera. Je vous remercie de signaler, monsieur, que effectivement, c'est une demande que j'ai faite en commençant cette nouvelle mandature et avec la délégation que le maire m'a bien voulu me confier. J'ai demandé effectivement à ce que la police municipale soit beaucoup plus présente dans les bus. La police nationale le faisait, la police municipale un peu moins. C'était une répartition des tâches, mais aujourd'hui, encore une fois, en coordination police nationale, police municipale, ils sont présents, puisqu'il y a de temps en temps, on parle beaucoup de sécurité, mais moi j'aime beaucoup aussi parler de tranquillité publique. Et j'ai entendu ce soir que vous insistiez sur certains éléments qui relèvent peut-être plus de la tranquillité publique. On n'est pas là pour jouer au foot, néanmoins, il y a un certain nombre de petits attitudes qui peuvent relever plus de déranger la tranquillité publique. On a parlé tout à l'heure des ballons de foot. Je voudrais d'ailleurs répondre que de ce point de vue-là, on a mis des règlements dans les parcs et jardins et que l'augmentation de plus 8 policiers, c'est aussi pour avoir une présence plus importante. Le maire vous a donné des éléments, et faire respecter ces règlements des parcs et jardins que nous avions mis en place. Donc, c'est donner aussi un cadre à la police municipale pour qu'elle puisse intervenir. Et donc, nous allons aider. Sur les 2 bus, vous avez dit qu'effectivement, il y a un certain nombre de bus qui étaient équipés en caméra. Alors, il y en a 2 qui ne le sont pas.
Voilà, 2 sur la flotte globale. Alors là, ça relève du délégataire, mais 2 sur la flotte. Effectivement, il y a sur l'ensemble, c'est quand même pas beaucoup. Tout le reste, effectivement, tous les autres bus sont équipés, ça participe à ça. Et les bus vont être renouvelés sur l'ensemble de la délégation. Non mais, oui, mais il était tout neuf et c'est pas pour ça qu'ils ont été équipés. Mais en attendant, je voulais surtout souligner ce que vous aviez montré de positif et je vous en remercie. Peut-être pour répondre à la question, je sais que ma réponse ne va pas vous satisfaire et que vous aviez d'ailleurs anticipé la réponse en disant que vous ne vouliez pas l'entendre. Je vais quand même, je suis désolé, vous répondre ça. C'est que, alors tout le monde ne l'a peut-être pas en tête, hein, il y a des rues dont la ville n'est pas propriétaire. Et ce sont les particuliers qui habitent la rue qui sont propriétaires de la rue. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Il y en a une centaine, si j'ai le chiffre en tête à vérifier. Je ne sais pas si Stéphane tu l'as, mais pour moi il y avait une centaine de voies de cette nature-là sur Chalon qui sont des voies privées et qui doivent être entretenues par les propriétaires riverains de la rue. Et donc les travaux, pardonnez-moi de le dire, et je sais que la réponse ne va pas vous satisfaire, hein, c'est aux copropriétaires de la rue de faire les travaux sur la rue parce qu'ils en sont propriétaires, eux. Et donc, ce n'est évidemment, de ce point de vue-là, c'est pas à la ville. On aurait même des problèmes de responsabilité si on faisait des travaux dans une rue qui ne nous appartient pas. Donc c'est vraiment alors c'est quelque chose qui est ultra compliqué à gérer. Il y a des voies privées qui ont été rénovées par les propriétaires. Je pense notamment, je crois il y a une ruelle du côté de l'hôpital, rue du Commandant-Darien, je ne sais plus comment elle s'appelle. Du groupe Bleu et Jonquille. Voilà, qui a été rénovée par les propriétaires. Puisqu'ils en sont propriétaires, ils l'ont rénovée. Et le deal qu'on passe avec eux, c'est de leur dire, rénovez la rue Blondet et Jonquille par exemple, vous le faites, vous nous la rétrocédez à ce moment-là et on s'en occupe pour la suite. C'est ça un peu le deal qu'on essaie de proposer aux propriétaires privés, qui est de dire bah, cet investissement-là, vous faites le premier, et puis ensuite on la récupère, et effectivement bah, on entretiendra, ça rentrera dans le domaine public, et on entretiendra les voiries en question. C'est ça le schéma qu'on propose. C'est vraiment un dossier, mais d'une complexité sans nom, parce que on a des problèmes d'actes notariés qui n'ont pas tous pris en compte le fait que les gens étaient propriétaires. Donc c'est vraiment un dossier qui est horrible à traiter. Et je sais bien que c'est horrible pour vous. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas intervenir sur des rues dont on n'est pas propriétaire. Si demain, on installe un lampadaire, ce qu'on a fait de temps en temps, ce qui n'est pas le truc le plus malin qu'on ait fait, et que le lampadaire se casse la gueule ou je sais pas quoi sur quelqu'un, on aura fait quelque chose qui est une faute. Et donc on a vraiment quelque chose de difficile à traiter sur ce dossier-là. Je sais pertinemment que la réponse que je suis en train de vous faire ne vous satisfera pas, je le sais. On s'est engueulé un nombre de fois, pas avec vous, hein, mais avec des copropriétaires des rues concernées un nombre très très important de fois parce qu'ils ne comprennent pas. Quand je dis qu'ils ne comprennent pas, ils ont raison. Hein. Ils ne comprennent pas que c'est à eux d'entretenir. Bah, pourquoi est-ce que la rue d'à côté, c'est pas à moi de l'entretenir et que cette rue a été faite là? Parce que vous avez souvent eu des lotissements qui ont été faits. Dans les lotissements qui sont faits, bah, ce sont bien les copropriétaires du lotissement qui sont propriétaires des trottoirs et des espaces publics de voirie. C'est eux qui sont propriétaires de ça. Alors, je n'ai pas forcément le détail des 100 en question, hein, les 100 listings, donc on en rediscutera si vous le souhaitez, et puis vous irez voir Orlan et on prendra tout ça pour regarder précisément rue par rue. Mais quand effectivement un promoteur immobilier fait un lotissement, il y en a plein à Chalon, de temps en temps, une fois qu'il a tout construit, il y a une rétrocession des espaces publics à la ville, une fois qu'il a tout terminé, qu'il a tout construit, à ce moment-là on récupère, on entretient, et puis de temps en temps ça reste une copropriété privée, et la copropriété, enfin la copro, et chacun des propriétaires est propriétaire, un peu comme un espace commun d'un immeuble, dans son lot de copropriété, il a ce bout-là. Et ça nous arrache les cheveux tous. On est tout à fait d'accord. Alors moi j'ai 2 questions. Pardon. Il faut le micro, madame. Pardon, il faut le micro. J'en termine par dire, je ne comprends pas pourquoi il y a l'éclairage public alors.
Parce que comme je viens de vous le dire, il nous est arrivé de faire des bêtises. Et nous, si on était rigoriste en termes de droit, nous n'aurions pas dû faire l'éclairage public en question. Nous n'aurions pas dû le faire. Et effectivement, il y a un certain nombre de rues où ça a été fait. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, peu importe quand d'ailleurs. Il y a un certain nombre de rues où les candélabres ont été posés. C'est pas logique, c'est pas normal, on n'aurait pas dû le faire. C'est pour ça que c'est vraiment un enfer, parce que quand les gens vous disent en gros, bah, vous êtes gentil, pourquoi j'ai pas d'éclairage public dans ma rue? Bah, je comprends très bien l'équipe municipale qui, il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans, a posé le candélabre. Mais là encore, juridiquement, c'est pas aussi simple que ça, parce que derrière, s'il y a un pépin, on aura des gros soucis d'être intervenu sur quelque chose dont on n'est pas propriétaire. Donc c'est bon, bah, c'est vraiment des dossiers, de mon point de vue, je le dis sans vouloir effrayer Stéphane Michelet, qui est un nouvel entrant dans l'équipe municipale, mais c'est probablement l'un des sujets les plus complexes qui soit à traiter. Christophe Guillemot, qui est au fond de la salle, s'en occupait, enfin au fond de la salle, pas proche du radiateur, hein, qui est au fond de la salle, s'en occuper dans le mandat précédent. C'est vraiment le truc le plus compliqué qui soit à traiter, vraiment. Et on n'arrive pas à en sortir, mais je pense que la bonne solution, c'est Bleu et Jonquille que j'évoquais tout à l'heure. Un peu comme le promoteur, il fait les travaux, une fois que c'est à peu près nickel, on récupère la propriété pour vous en libérer. Je pense que c'est le bon modèle. Mais encore faut-il qu'on arrive à le mettre en place dans un maximum de rues, ce qui n'est pas simple, parce que les copropriétaires, et je les comprends, n'ont pas envie de payer la rénovation de la rue. Et pourtant, c'est à eux de le faire. Désolé d'intervenir encore. Une question et une remarque. La question que je vous pose, et que je me pose aussi d'ailleurs, plus on met de caméras, et pas forcément, plus le sentiment d'insécurité recule. Il y a des caméras partout, et de plus en plus. Et pourtant, alors est-ce qu'on en parle de trop? J'en sais rien, mais ça rassure pas les gens comme ça devrait le faire. A priori. Ça, c'est la question que je vous pose. Pourquoi? Comment vous y pensez? Comment vous expliquez ça? Et la remarque, qui est moins sympathique, c'est quand même que, pour parler de sécurité, de tranquillité, vous avez évoqué toute une série de solutions pour surveiller, etc. Rien sur la prévention, pour faire en sorte qu'on évite qu'il y ait des problèmes. Parce que le vrai problème, c'est nos comportements. On en a parlé ensemble, les gamins qui vont faire du foot au milieu de la nuit, etc. Comment on fait pour que ces comportements anormaux, appelons-les comme ça doit être appelé, reculent, hein? C'est le travail des centres sociaux, les associations, les parents sûrement aussi, mais enfin, mais ceci étant, j'ai pas entendu un mot, et pas un mot, c'est peut-être pas assez. Oui. Vas-y, deuxième question. Bonsoir, je m'appelle Arabi et j'habite à Avenue Général Sarrail. Et comment ça se fait? On a 1 mètre. Ça appartient à la ville et c'est pas goudronné pendant 300-400 mètres. Et ça appartient à la ville. Avenue Général Sarrail. Au 47. Je pense que sur cette partie-là, ça sera peut-être... Si, enfin, en tout cas, ça va être pris en compte parce que je suis pas sûr qu'on ait la réponse précise ce soir sur cet élément, mais on va prendre vos coordonnées, puis Stéphane, notre collègue Stéphane, pourra regarder ça avec vous. Cher Dominique, sur ton interpellation, savoir s'il y a plus de caméras, est-ce qu'il y a moins de sentiments d'insécurité? Ça dépend des gens, mais il y a quand même un certain nombre de remontées de personnes qui nous disent que ça participe à les rassurer. En attendant, au moins, peut-être que ça, on a peut-être plus de mal à le mesurer, tu as raison. Néanmoins, je pense que j'ai donné des chiffres tout à l'heure sur le nombre d'extractions. Ça aide au moins à résoudre beaucoup plus vite. Non, mais on n'est pas d'accord, peut-être, mais néanmoins, sur l'extraction et sur aider à résoudre les dossiers et les situations,
En tout cas, les chiffres nous le prouvent et malheureusement dans plein de cas de figure très très différents et récemment encore. Mais on a quand même des gens qui nous remontent et la GRC elle sert aussi de temps en temps à remonter des choses positives et que ce soit pour le travail des services régulièrement ou en tout cas sur ça. Il y a un certain nombre de personnes. Et puis si on nous en demande un peu plus, je suppose quand même que c'est que les gens, peut-être des 360 et autres, c'est que les gens pensent que c'est utile. Et puis juste un élément, et je laisserai le maire répondre, mais Karine qui passe là comme délégation aujourd'hui, la citoyenneté notamment, mais Sabine Bourbrock, elle vous a parlé d'éducation avant. Et voilà, là ce soir, on m'a demandé de parler de sécurité. On m'a pas demandé de parler de prévention, mais et ça sera sans doute une thématique d'une autre réunion de quartier. Mais la citoyenneté, l'éducation et le civisme, ça ne relève quand même pas que de la police municipale, mon cher Dominique. On a toujours ce bon vieux débat et cette bonne vieille opposition, sûrement factice, entre la prévention et la sécurité. Les tenants du tout prévention avec peu de sécurité, les tenants du tout sécurité et pas du tout de prévention. Il y a l'ensemble de la palette, c'est pas ce que vous avez dit, hein, mais il y a l'ensemble de la palette. Vous considérez, nous aussi d'ailleurs, qu'il faut les deux, et de la prévention et de la sécurité. Bon. Ce soir, le sujet, c'était la sécurité. Alors, on peut nous dire que ce soir, le sujet, c'est la sécurité, qu'on aurait dû parler de prévention, et j'imagine que le jour où on fera une réunion sur la prévention, on nous dira qu'il fallait aussi parler de sécurité. Bon, c'est probable, c'est classique. De toute façon, on nous reprochera toujours à peu près tout, notamment vous, et c'est naturel. Bon. Là où je voulais, au-delà de la plaisanterie, insister sur 2-3 points. 1, rappeler ce qui a été évoqué au fond de la salle. La première des responsabilités éducatives, c'est celle des parents. Pardon, juste rappeler 2-3 vérités comme celle-là, mais c'est d'abord, avant tout, celle des parents. C'est celle des centres sociaux, je vais y revenir, c'est celle de l'école, je vais y revenir, mais c'est d'abord et avant tout celle des parents. Premier point. Et donc, oui, je le dis de façon peut-être un peu brutale et un peu caricaturale, que les parents fassent d'abord leur boulot d'éduquer leurs enfants pour respecter des règles de droit qui sont relativement simples et relativement compréhensibles par tous. Parce que là encore, je me répète, que des gamins soient à 4h du matin en train de jouer au foot, c'est pas normal. Et c'est d'abord la responsabilité des parents que d'empêcher leurs gamins d'être à 4h du mat dans la rue. C'est le premier élément que je voulais évoquer. Alors oui, il y a des faillites familiales. Et oui, il y a des faillites éducatives avec des parents qui sont dépassés et qui n'arrivent pas à élever leurs enfants. Et de ce point de vue-là, il y a la responsabilité de l'éducation nationale, et puis il y a la responsabilité d'autres acteurs qui s'occupent notamment de ce qu'on appelle la politique de la ville, ou qui, plus encore, les centres sociaux, font ce boulot-là. Et je me répète, en lieu et à la place des parents dont c'est le boulot premier. Mais oui, on a effectivement des équipements qui font ce travail-là. On en a effectivement. Il y a des gens ici d'ailleurs qui ont fait ce travail-là il y a quelques années et qui étaient des spécialistes de cette question-là. Nous avons 4 centres sociaux sur Châlons. Il y en a un à Schmitt pour effectivement aller au contact des jeunes, discuter avec les jeunes, leur proposer des activités sportives, ludiques, culturelles, les amener en colline de vacances. En ce moment même, ces équipes-là, sous la responsabilité de Karine Beaune, sous la responsabilité de Sabine Bourbrock, font des centres aérés, des colonies de vacances, etc., pour donner de l'éducation à ces enfants-là, pour leur donner aussi, leur proposer des activités estivales. Donc on fait un boulot considérable en la matière, et vouloir continuer à opposer les uns aux autres nous semble une erreur, parce que c'est là encore sur les 2 jambes qu'il faudra marcher. Mais sincèrement, j'insiste sur son point, si on a dû développer toute une série d'outils pour se substituer aux familles, on le fait et c'est normal, mais c'est d'abord et avant tout le boulot des familles de le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions relatives à la sécurité, madame ? Bonsoir, je voudrais vous parler du problème des trottinettes sur les trottoirs en centre-ville. Moi, ça fait 3 fois que j'ai failli me faire renverser. Quand on fait des remarques aux gens, ils vous envoient y balader. La police municipale ou nationale, ils leur disent rien. Est-ce qu'il serait possible à la ville de Châlons de faire un arrêté d'interdiction des trottinettes, comme l'a fait dernièrement le maire de Reims sur la place d'Erland, interdiction aux vélos et aux trottinettes, parce que franchement, il y en a ras-le-bol. D'autant plus, les trottinettes en libre service, c'est bien stipulé, il est interdit de circuler sur les trottoirs. D'autre part, il y a eu une campagne qui a été faite au niveau de la préfecture de la Marne, j'ai vu des affiches devant la Grande Poste,
comme quoi c'était interdit d'être à 2 sur les trottinettes, mais ça continue, et interdit de rouler sur les trottoirs. Donc j'aimerais savoir ce que vous avez l'intention de faire. Merci. Alors, je n'ai pas l'intention d'interdire les trottinettes. Juste pour mémoire, hein, mais on n'a pas les chiffres et c'est normal, hein, on a fait une réunion il y a quelques jours sur l'usage des trottinettes uniquement Bird. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était 173 000 kilomètres, 173 000 kilomètres réalisés par des personnes avec ces trottinettes Bird. Donc c'est devenu un vrai mode de transport pour toute une série de générations. Bon. Donc premier élément, c'est quelque chose qui est un mode de transport dit doux. C'est un mode de transport qui n'émet aucun carbone et c'est un mode de transport qui est utilisé à Châlons comme ailleurs. Et les chiffres que je viens de vous donner sont effectivement que les chiffres sur le système Bird de location en service qu'on met en place et pas sur les trottinettes privées qui sont utilisées, propriété des uns et des autres. Donc le volume de kilomètres parcourus doit être au double ou au triple de celui que je viens d'évoquer, donc c'est considérable. 246 000 km, j'ai dit une bêtise, donc 250 000 km réalisés avec ces trottinettes. Enfin, c'est vraiment beaucoup de kilomètres. C'est le premier élément que je voulais évoquer. Deuxième élément que je voulais évoquer, c'est pas parce qu'il y a 250 000 km de parcouru qu'il faut autoriser tout le monde à faire n'importe quoi. Et donc, oui, nous avons une interdiction de circuler sur les trottoirs. Le maire de Reims a pris un arrêté pour interdire les trottinettes sur la place d'Erlon. Bon, c'est une place. Et la demande que vous venez de faire, si j'ai bien compris, c'était d'interdire sur l'ensemble de la ville. Voilà, interdire. Mais c'est interdit sur les trottoirs. Mais je ne vous dis pas le contraire. Mais ce qu'a interdit le maire de Reims, c'est l'interdiction de la trottinette. Et donc, ce que vous demandez, c'est l'interdiction de la trottinette pour 100% des gens sur la ville. Alors que, comme d'hab, il y en a sûrement 5 ou 10% qui ne respectent pas la règle et 90% qui respectent la règle et qui ne roulent pas n'importe comment. Bon, je suis en vélo, par exemple. Je ne roule pas n'importe comment. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont en vélo ici. On avait quelqu'un d'Avenir de Roue qui s'exprimait tout à l'heure. Si on commence à dire que parce qu'il y a 10% des gens qui en vélo roulent sur le trottoir ou en trottinette, il faut tout interdire en ville, je ne suis pas sûr qu'on trouvera le bon équilibre là-dedans. Troisième élément, nous avons évidemment verbalisé des gens en trottinette parce qu'ils circulaient sur un trottoir. Nous verbalisons, et la police municipale et les SVP verbalisent les gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le fait à 100% des cas, parce qu'on n'est pas derrière chacune des trottinettes pour pouvoir vérifier s'il est ou pas en survitesse, mais effectivement, nous le faisons. C'est le troisième élément. Quatrième élément que je voulais évoquer, là où j'ai une inquiétude par ce type de raisonnement que vous évoquez, hein, c'est que demain, j'ai une voiture qui tape un piéton. Il faut interdire toutes les voitures? Parce que c'est ça le raisonnement. Les véhicules à moteur, quels qu'ils soient, je vous rappelle qu'on doit avoir 5000 morts en France par la bagnole. On parle beaucoup du trafic de drogue, à juste titre. Le trafic de drogue, ça doit être 100 morts par an. Les bagnoles, c'est 5000. On parle 300 fois plus des 100 morts en trafic de drogue que des 5000 par la bagnole. Parce que la bagnole, c'est sacré. Et que la bagnole, dès qu'on dit quelque chose contre la bagnole, on se prend des remarques si vous allez casser ma bagnole. Et la bagnole, c'est un truc sacré en France. 5000 morts par an par la bagnole. 5000. Et donc, oui, les véhicules sont dangereux et les bagnoles sont beaucoup plus dangereuses que les trottinettes ou les vélos. Et pourtant, personne ne propose de les interdire parce que c'est un truc totalement français où on est amoureux de sa bagnole, où le taux d'énervement quand on est en bagnole est un truc de dingue pour des gens qui sont traditionnellement relativement calmes, et les insultes fusent dans tous les sens dès qu'il y a une petite queue de poisson, un petit machin ou un petit peu de bidule. C'est comme ça. Mais je voulais juste insister là-dessus. La bagnole, c'est 5000 morts par an. Et donc, et heureusement, en trottinette à Châlons, on n'a pas eu un seul mort à déplorer. Mais sûrement un jour, de la même façon que quand vous développez les vélos en libre service à Paris, vous avez évidemment vous avez eu des morts en vélo qui n'existaient pas avant, parce qu'il y avait beaucoup plus de vélos.
Et vous avez des bus qui malheureusement ont tapé des vélos en libre service, mais qui n'existaient pas avant. Et donc il faut continuer à développer les trottinettes, il faut continuer à développer les vélos, il faut continuer à développer les modes de transport dits doux pour effectivement substituer à la voiture. Et notamment à la voiture thermique. Parce qu'on ne peut pas passer nos journées comme on le fait en ce moment à se plaindre du réchauffement climatique, puis dès qu'on prend des mesures pour lutter durablement contre le chauffement climatique, en ayant des modes de transport doux par exemple, dire qu'ils vont poser quelques difficultés, ce qui est vrai, en roulant sur les trottoirs, mais en se disant non, il y a un moment, il faut de la cohérence dans tout ça. Et la cohérence, la meilleure façon de lutter contre la chaleur qui est en train de nous taper dessus, c'est peut-être de mettre des clim dans les écoles, c'est surtout d'éviter que ça s'aggrave. Et pour éviter que ça s'aggrave, il faut d'abord et avant tout, lutter contre le changement climatique, c'est-à-dire contre les émissions de carbone. Et le premier émetteur de carbone en France, c'est la bagnole. Et donc il faut moins de bagnoles et plus de vélos, et plus de trottinettes et plus de bagnoles électriques. C'est comme ça qu'on luttera définitivement, durablement contre le changement climatique. Et je sais que ça posera des difficultés. Et je sais que ce sera dur. Et je sais, madame, que là encore, je vous répète, vous avez raison. Quand effectivement je vois, et je suis le premier à voir des trottinettes à 50 à l'heure, alors qu'elles sont censées être bridées à 25 et qu'elles vont à 50 à l'heure, ça m'exaspère au plus haut point. Et quand je rencontre des gens comme vous, ça m'arrive souvent, parce qu'on se fait souvent engueuler, à juste titre, je me répète là-dessus, par des gens effectivement jeunes ou moins jeunes qui ont failli se faire taper par une trottinette sur un trottoir, c'est insupportable. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas là une raison, de mon point de vue, suffisante pour les interdire. Par contre, il faut qu'on passe des consignes beaucoup plus dures à la police municipale pour les arrêter et pour leur mettre une contredanse. Alors les arrêter à 50 km/h quand ils n'ont pas de casque, ça peut être légèrement dangereux comme exercice. Il ne faudrait pas non plus qu'on ait un jeune qui se fracasse la tête sur le sol. Donc ça rend les arrestations de temps en temps un peu compliquées à mettre en place. Il faut qu'on arrive effectivement à interdire le trottoir. On a sur les birds un système automatique qui nous permet de casser la vitesse à 10 km/h, si je ne dis pas de bêtises, lorsqu'il passe dans les zones piétonnes. Mais ça, c'est que pour le bird, parce qu'on le maîtrise. Les autres, les trottinettes privées, on ne les maîtrise pas. Et donc, on pousse à fond pour essayer de trouver un équilibre entre la nécessité de continuer ces modes de transport alternatifs, tout en ne détériorant pas, je vais y arriver, la sécurité des piétons, notamment, parce que c'est souvent eux qui payent les pots cassés. Alors, l'heure tourne. J'ai une dernière question. Est-il vrai... Deux dernières questions? Non, une dernière question. Est-il vrai... Ah, on a une dame. Allez-y, madame. Non. Une dernière question, en fait, on parlait de sécurité, d'environnement. Une question sur l'environnement. On a l'entreprise Macaon qui est juste derrière. J'aurais souhaité savoir si on avait évalué en fait les émissions nocives de cette entreprise. Et la dernière question, est-il vrai que le foyer, donc c'est Séverine en ligne, est-il vrai que le foyer Bellevue va être reconstruit sur la friche du foyer de l'enfance? Si c'est le cas, avez-vous échangé ou demandé aux riverains leur avis, ce qu'ils en pensaient, pas comme le parc canin? Alors, première question sur Macaon, ça fait partie de nos contradictions. Mais totalement. Toutes les contradictions qu'on a évoquées ce soir. Quand j'écoute la télé, j'entends tout le monde me dire qu'il faut des industries en France. Tout le monde. Tout le monde est pour la réalisation d'industries. Et dans nos campagnes électorales, je parle sous le contrôle de Dominique, on nous dit très régulièrement, mais quand est-ce que vous allez réussir à implanter une nouvelle usine à Châlons pour filer de l'emploi aux Chalonnais? C'est récurrent. Par contre, dès qu'il y en a une qui s'implante, c'est le cas de Macaon par exemple, il y a 7-8 ans maintenant, ça génère de la nuisance. J'entends bien, mais, non, mais toutes les industries sont compliquées. Alors, madame disait en gros, c'est du recyclage plastique. Oui, mais, pardon, mais il y a la moitié des industries, attends, c'est bon, Christophe, la moitié des industries génèrent des difficultés. Attends,
je vais répondre à votre question, c'est promis. Mais là encore, c'est trop important comme type de sujet, et notamment en ce moment, pour qu'effectivement, on n'essaie pas d'avoir un raisonnement un peu global. On a besoin de ces industries. Et pour ce qui me concerne, je continuerai à me battre, malgré les nuisances, pour qu'on ait des industries à Châlons. Je sais bien, mais comme c'est une question qui est très fréquente et qui arrive toujours à peu près là-dessus, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a... C'est possible, mais là encore, vous posez une question, j'ai le droit d'apporter une réponse. Ben, j'ai le droit peut-être... Non, madame, je suis désolé. Vous posez une question, j'ai le droit d'élargir la réponse pour essayer d'avoir peut-être une approche plus globale que la question que vous posez. Bon. C'est une formule, je crois, vous venez avec vos questions, je viens avec mon réponse, assez célèbre de Georges Marchais en face de Jean-Pierre Elkabbach, si je ne dis pas de bêtises, à la fin des années 70. Mais parenthèse fermée par rapport à ça. Décidément, vous voyez. Et donc, nous avons besoin de préserver nos industries à Châlons. Alors, est-ce qu'il y a des études environnementales sur ce qu'elles font? Évidemment que oui. Ils ont des autorisations pour produire. Et donc, bien évidemment, qu'il y a des études environnementales. Il y a même des rapports assez fréquents. Et pour ne rien vous cacher, l'entreprise dont on parle est juste fermée depuis hier. Mais parce que justement, il y a eu un contrôle, comme quoi les contrôles sont faits, que l'État a estimé que l'entreprise en question ne respectait pas un certain nombre d'obligations, et donc a fermé la boîte hier. Non, pardon madame, je suis confus, mais j'ai vu hier soir le chef d'entreprise, j'ai eu le préfet 10 fois cette semaine sur ce sujet-là, donc on a un tout petit peu la connaissance du dossier, même si c'est une responsabilité de l'État. Évidemment qu'il y a des normes environnementales, des normes de sécurité, des normes de chauffe, des normes... Il y a plein de choses. Ben, évidemment, ils ont des autorisations. Si les choses ne sont pas respectées, ben, preuve en est, ils sont contrôlés. Et s'ils sont contrôlés qui ne respectent pas les normes, ils se font taper dessus. Et là, effectivement, ils ferment le truc. Mais oui, il y a bien évidemment des normes environnementales et des contrôles. Il y a même des contrôles organisés par l'entreprise elle-même, où ils ont des petits boîtiers dans leur poche pour mesurer les taux d'émission, etc., etc., etc. Donc, il y a des milliers de contrôles par rapport à tout ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, parce que souvent, on nous dit ces boîtes sont en totale impunité. Ben, preuve que non. Ils ne sont pas en totale impunité. Quand ils ne respectent pas la règle, on les ferme. Et là, on va essayer de la pousser à la réouverture une fois qu'ils auront remédié aux problèmes qu'ils avaient, pour qu'ils ouvrent le plus rapidement possible, parce que le chômage partiel des ouvriers qui sont dans la boîte, c'est pas une bonne idée non plus. Et on a besoin d'avoir ce type d'entreprise sur le territoire chalonnais. Je voulais répondre vraiment à ce point-là. Ensuite, on a Séverine qui pose une question sur le devenir du foyer de l'enfance. Il se trouve que j'avais cet après-midi une réunion avec le président du département sur cette question-là, parce que c'est une responsabilité du département que de traiter deux questions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, sur lesquelles on a un foyer à Châlons qui se trouve dans le secteur. Et puis, on a la prise en charge de ce qu'on appelle les mineurs isolés qui se fait rive gauche. Le conseil départemental a en idée, je parle bien d'une idée, de reconstituer un nouveau foyer de l'enfance pour qu'on ait un équipement qui soit beaucoup plus moderne, efficace que celui qui existe aujourd'hui, qui est vétuste, enfin pas vétuste, mais qui est pas du tout adapté à la prise en charge des enfants dont on parle, qui sont malheureusement des enfants abandonnés par leurs parents et souvent sur des enfants de plus en plus jeunes. Ils ont des gamins qui ont 2 jours qui leur arrivent, et ils ont en projet notamment de développer ce qu'on appelle une pouponnière pour les enfants qui ont entre 0 et 3 ans. Ça, c'est le boulot du département. Et puis, il y a également la question du devenir de l'ancien bâtiment qui était utilisé pour l'aide sociale à l'enfance. Et donc, effectivement, la question a été posée par le département de savoir si c'est pas là qu'on pourrait remettre ce qu'on appelle le SAMI, qui est aujourd'hui rive gauche, puisque c'est un bâtiment que dans le cadre du projet urbain de la rive gauche, on doit raser. Donc la question est posée. C'est effectivement une idée. Et dans les demandes que j'ai faites au président du département tout à l'heure, c'était en lui disant pourquoi pas, réfléchissons à ça, poursuis tes réflexions sur le sujet, mais je veux effectivement un plan de concertation avec les habitants. C'est une demande que nous avons formulée au président du département tout à l'heure. Et 2, je veux surtout qu'on regarde ensemble
pas simplement la façon dont on va construire un bâtiment, mais comment demain le bâtiment en question va être géré. Quel taux d'occupation, combien de gamins, quel type de gamins, et puis quels seront les encadrants, combien il y aura d'encadrants, est-ce qu'on sera en 24-24, quel type de surveillance et de sécurité on aura dans le bâtiment en question. Donc c'est les questions que je lui ai posées. On doit maintenant avancer sur son dossier, mais oui, il y aura bien une concertation. Voilà peut-être ce que je souhaitais répondre à cette question-là. On va peut-être en terminer pour ce soir. On en termine pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en ligne et puis sous le préau de Lavoisier. Mais juste avant de nous quitter, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les festivités du 13 juillet? Je peux faire ça. En tout cas, essayer. Alors, vous savez que il y a, au regard des canicules que nous traversons, une interdiction des feux, des feux d'artifice, hein, j'entends, pardon, pour éviter que ça génère des feux. Alors, c'est évidemment principalement valable en zone rurale, et c'est surtout valable pour les personnes privées qui déclenchent souvent des artifices pour s'amuser, mais qui ne déclenchent pas toujours au bon endroit. Et en ce moment, avec toutes les sécurités idoines, et en ce moment, c'est très dangereux de faire des feux d'artifice, notamment en zone rurale, parce que les champs sont tellement jaunes que ça peut partir très vite sur des incendies dangereux, ce que nous souhaitons bien sûr éviter. Pour une collectivité locale comme la nôtre, c'est un peu différent. Et donc, il y avait évidemment des autorisations possibles à demander auprès de la préfecture pour savoir si on avait le droit ou pas de maintenir nos feux d'artifice. On a posé la question à la préfecture. La préfecture a dépêché les pompiers pour regarder ce qu'on avait prévu comme type de feu, où est-ce qu'on l'avait prévu et quelles étaient les mesures de sécurité que nous avions prévues. Et en fonction du rapport des pompiers, la préfecture nous a autorisé à maintenir le feu d'artifice. Donc à ce stade, le feu d'artifice est évidemment, enfin pas évidemment, il est maintenu à 23 h si je ne dis pas de bêtises, comme d'habitude au fond du Grand Jard, en proximité du canal. Les festivités de l'après-midi, notamment le défilé, etc., on va regarder, pour l'instant c'est maintenu, on regardera là encore en fonction des températures, en fonction de l'alerte et de la couleur de l'arête, de la vigilance, pardon, on est en rose aujourd'hui, on ne sait pas encore si on passera en rouge ou pas. J'ai dit en rose? Ah, ce serait plus mignon en rose, tiens. Donc c'est en orange. Et donc on va voir si ça bascule. Si ça bascule et que on voit que le 13 après-midi, on a des records de température, on en rediscutera avec nos amis militaires pour savoir s'il faut maintenir ou pas. C'est maintenu à ce stade. Il y a encore un petit point d'interrogation d'organiser des festivités de ce type-là en plein d'après-midi. Peut-être qu'on va essayer de le décaler pour le mettre un tout petit peu plus tard dans la soirée pour que les températures aient eu le temps d'un peu baisser. On va voir avec nos amis militaires comment ça va se faire. Mais à ce stade, les festivités du 13 sont maintenues et le feu d'artifice est autorisé. Eh bien, merci Benoît et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à vous. Et puis bonne soirée à tous ceux qui étaient là.